Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour être ici. C'est un véritable plaisir que de faire cette conférence pour vous. Et voyons si on peut avoir l'image. Oui, petit détail. Donc, effectivement, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un titre légèrement différent de ce que vous avez vu. On va parler de la découverte des capacités cognitives des insectes ou, en quelque sorte, comme disait Madame Grange, de ce que nous allons rater quand nous écrasons des mouches, blattes et autres bestioles à six pattes. C'est à peu près le programme que je vous propose aujourd'hui, puisque, effectivement, la première chose qu'il faudrait dire, c'est que depuis toujours, historiquement, les insectes suscitent en même temps une sorte de fascination, mais aussi d'horreur chez l'être humain. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, il faudrait dire que nous partageons certes notre environnement avec eux, mais ils nous surpassent largement en nombre, non seulement en nombre absolu, mais en nombre d'espèces. Il y a des milliers et des milliers d'espèces d'insectes dans la nature, et surtout, ils nous surpassent largement en résistance aux conditions climatiques variables de l'environnement. Les insectes ont survécu toutes les variations possibles et sont toujours là depuis des temps immémoriaux. Ils ont colonisé donc les habitats qui existent sur notre planète, où que vous irez, vous allez les trouver. Niveau désertique, niveau arctique, ils seront là. Et ils montrent des capacités d'adaptation tout à fait remarquables, par exemple, aux armes qu'on a conçues contre eux, les pesticides et autres armes aussi destinées à les combattre. On a beau employer ces molécules et ces pesticides, des processus de sélection s'opèrent et il y a des nouvelles générations qui arrivent qui deviennent de plus en plus résistantes. Donc ici, par exemple, maintenant c'est à la mode puisqu'on parle de frelons asiatiques, mais le film est bien antérieur, qui parle de l'essaim noir des guêpes. Et vous voyez cette belle image qui nous est offerte, où celle-là, elle est brillante. Vous voyez le papillon qui mange vos pulls et il y a marqué ici: il est venu pour manger vos sweaters et maintenant il va vers vous. Donc c'est pas mal. Ou par exemple les abeilles assassines ou les criquets, etc., etc. Vous voyez que on a cette vision particulière des insectes qui se perpétue même au niveau des enfants, puisque j'ai fait une recherche à niveau de ce site de jeux électroniques sur ordinateur, j'ai fait jeux d'insectes, et ce que je trouve, par exemple, les 3 premiers qui me sortent, c'est ça, c'est celui-là, donc extermine tous les insectes et autres monstres horribles qui envahissent ton quartier. Ou par exemple, Lazy Liz aide le caméléon à dévorer tous les insectes qui volent autour du grand rocher. Ou par exemple, Ovsi the Lost Alien. Ovsi est un alien minuscule qui a atterri sur un jardin humain. Il adore manger des insectes, mais son problème est que le chat, à son tour, adore manger des martiens. Bon, au moins là, il y a une sorte de revanche qui est prise par le chat, mais à la fin de la chaîne, on trouve toujours des insectes. Et évidemment, on disait qu'ils sont cibles d'extermination de notre réalité quotidienne, hein, des insecticides, pesticides, publicités. Et certes, l'image est désagréable, mais ils finissent souvent comme ça, les pauvres, okay, dans la maison. Ou comme ça. Ça, c'est une autre possibilité. J'ai vu en Chine, ça s'est pris en Chine. C'est une délicatesse, donc vous voyez, des brochettes de frelons asiatiques. Donc on ne l'a pas inventé celle-ci encore ici, mais ça pourrait venir. Mais quoi qu'il en soit, la destinée, même si prévisible, n'est pas forcément bonne. Donc, en prenant compte de tout ceci, quelques questions pourraient être posées quand on parle justement de bouger, déplacer les frontières de la connaissance. Et on pourrait revenir justement sur l'affirmation de Buffon, où derrière tous ces concepts sous-jacents à cette série d'images que je viens de vous montrer, est-ce que les insectes sont-ils forcément stupides ou font-ils quand même preuve d'intelligence? Il faudrait définir déjà qu'est-ce que ça veut dire intelligence. Et donc, pourrait-on être plus précis peut-être? Alors on pourrait formuler la question autrement. Sont-ils capables d'apprentissage? Peuvent-ils apprendre? Peuvent-ils apprendre à incorporer des nouvelles associations? Ont-ils de la mémoire? Mémorisent-ils ces associations? Peuvent-ils restituer ces associations dans le temps? Et si oui, juste après quelques minutes? Ou comme nous, sont-ils capables de mémoire à long terme qui peuvent être restituées 2, 3, 4 jours, plusieurs semaines après, si l'insecte a la capacité de vivre aussi longtemps? Et par ailleurs, sont-ils capables de résoudre des problèmes complexes, ce qu'on considère le propre de l'homme, l'abstraction, l'extraction de règles, la transitivité, A plus grand que B, B plus grand que C, donc A plus grand que C? Est-ce qu'il est absolument délirant et déplacé de poser ce genre de questions? Voilà ce que je voudrais répondre aujourd'hui. Ont-ils un cerveau? On peut imaginer que s'ils apprennent et mémorisent, ce qui n'est pas encore démontré, ça voudrait dire qu'il y a quelque part un cerveau qui maîtrise ses capacités. Ont-ils un cerveau? Et ce cerveau, donc, est-ce qu'il est radicalement différent d'une autre? On vient de dire dans l'introduction qu'une abeille a un cerveau de 1 millimètre cube. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Est-ce que ce millimètre cube de neurones
Donc, et va être radicalement différent en termes d'organisation du nôtre. Et est-ce qu'on peut justement tirer des leçons sur notre propre cerveau si nous arrivons à déchiffrer le fonctionnement d'un cerveau d'un insecte? Ou est-ce que ça sera simplement le plaisir de comprendre comment ça fonctionne sans aucune application pour nous? Voilà quelques questions que je vous propose comme une sorte d'inquiétude et qu'on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Donc, une des premières questions était, justement, on avait dit, sont-ils forcément stupides ou montrent-ils au moins certaines capacités d'apprentissage et de mémorisation? La réponse est, c'est bien connu depuis nombreuses années, les insectes sont bien capables d'apprendre et mémoriser. Il y a de nombreuses études faites dans un grand nombre d'espèces tout à fait différentes qui montrent que ces insectes sont capables d'apprentissage associatif. Quand on parle d'apprentissage associatif, ça veut dire qu'un animal, un individu, est capable d'apprendre la relation nouvelle entre deux événements particuliers. Par exemple, en simplifiant une lumière et la récompense qui suit à cette lumière, un son et la punition qui suit à ce son-là, et ainsi de suite. Ces associations simples donc, peuvent être facilement maîtrisées par les insectes. Et comme je vous disais, il y a une infinité d'expériences sur nombreuses espèces différentes qui montrent ceci. Je ne pourrais pas passer toute la soirée et vous montrer tous ces exemples connus, mais j'ai choisi par exemple ici un petit exemple qui est très utilisé dans la recherche internationale, puisqu'il s'agit de la fameuse mouche du vinaigre, Drosophile melanogaster. Cette mouche de vinaigre est un des premiers organismes pour lesquels tous les gènes ont été connus et décodés et identifiés. Donc elle a été extrêmement utilisée pour grand nombre de recherches en génétique, en neurosciences, en biologie cellulaire, en biologie de développement. Et une des choses qui a été faite chez cette petite mouche, une mouche, celle qui vole sur les bananes, par exemple, dans la cuisine, hein, juste pour vous situer, vous voyez, insignifiant en termes de taille, c'est montrer la capacité à apprendre, par exemple, dans un protocole associatif aversif. Ça veut dire qu'on va mettre, par exemple, dans ce dispositif, c'est une sorte de thé, et là, on va mettre un tube où on aura placé par exemple, une dizaine, une vingtaine de mouches, et ce tube a une grille métallique qui permet de délivrer un choc électrique. En même temps, on va passer dans ce tube-là une odeur qu'on appellera l'odeur A, et donc ces mouches vont avoir l'expérience odeur A associée à l'expérience désagréable du choc électrique. On reprend ces mouches par la suite, on les replace dans le même tube, mais on passe cette fois-ci une odeur B, différente, qui ne sera pas associée au choc électrique. Et par la suite, donc, on les fait descendre dans ce carrousel, et on va passer d'un côté l'odeur A et l'odeur B. Et on va voir que toutes les mouches, ou la majorité d'elles, vont se déplacer vers l'odeur B, évitant l'odeur A, puisque celle-ci était l'odeur qui n'était pas punie. Donc elles montrent, en faisant ceci, leur capacité à avoir appris que l'odeur A était la mauvaise odeur associée au choc électrique. Et donc non seulement elles évitent donc l'odeur A punie préalablement, mais si vous demandez aux mouches par la suite, 2, 3 jours, plusieurs jours après, si elles se souviennent, elles vont montrer cette mémoire pendant 2, 3, 4 jours au moins, en évitant donc l'odeur préalablement punie 2, 3, 4 jours préalablement. Donc ces capacités sont bien là. Elles se trouvent un peu partout, puisque maintenant je prends un insecte qui ne vole pas, mais un insecte qui marche, une fourmi, cette fourmi charpentière Caponotus phela, et cette petite fourmi donc, est parfaitement capable cette fois-ci qu'une odeur n'est pas punie, mais récompensée, contrairement à ce qu'on vient de voir. Dans ce protocole, vous voyez un petit labyrinthe en Y, et vous allez voir que dans ce côté-là, il y a une odeur qui est fournie ici dans une petite coupelle, et une odeur B fournie dans une autre coupelle, et l'odeur A est celle qui anticipe l'arrivée de solution sucrée qui est fournie ici. Donc vous allez voir que cette fourmi a été entraînée, et vous allez voir ce qu'elle fait dans cette situation. Donc la fourmi arrive, elle sent l'odeur, voilà, et puis tac, elle va directement vers le sucre. Donc ce protocole marche très bien, et vous voyez que non seulement elles apprennent cette association entre odeur A et récompense de sucre, et que bon, si vous changez de côté, elle ira toujours là où l'odeur se trouve, indépendamment de où est le sucre, mais et cette association est aussi retenue pendant plusieurs jours. Donc d'autres protocoles, bon, pour continuer un peu, sorte de spectre général sur ce que font ces bêtes est ici, puisque là on passe de l'apprentissage associatif de odeur récompense ou odeur punition pour aller vers l'apprentissage de l'espace. Ce qu'on a ici, c'est des blattes
la blatte domestique. Et cette blatte est étudiée dans une sorte de cylindre, une arène circulaire, qui a été appelée de façon littéraire, je dis bien littéraire parce que ça a été appelé l'arène Tennessee Williams, en faisant appel à l'écrivain américain Tennessee Williams, auteur entre autres d'une pièce de théâtre célèbre appelée La chatte sur le toit de zinc brûlant. Pourquoi on appelait ceci comme ça? Parce que, en fait, le sol de cette arène est réchauffé à 40 degrés. Donc, les pauvres blattes se brûlent les pattes si elles marchent là-dessus. Et il faut savoir que juste une partie de l'arène, cette petite surface, ici appelée l'endroit A, est à 22 degrés. Donc, ce que fait la personne qui fait cette expérience, elle va libérer par exemple la blatte ici, et cette blatte, donc, qui n'a aucune idée qu'il y a un endroit sain et sauf, va commencer à parcourir. D'ailleurs, ce que vous voyez ici, c'est son parcours. Ça, c'est le parcours qu'elle fait, elle tourne, etc. Regardez bien, il y a, autour de l'arène, il y a des indices visuels qui sont placés autour d'elle, qui restent fixes. Mais en tout cas, la première fois, elle tourne jusqu'au moment où elle va trouver l'endroit, et là, elle va rester tranquille, puisqu'elle ne se brûle plus les pattes. Mais par la suite, vous le faites ça 2, 3, 4 fois, et à la 5e fois, quand vous la placez ici, tac, elle va directement ici. Pourquoi? Parce qu'elle a appris non seulement qu'il y a un endroit sain et sauf, mais que cet endroit peut être repéré par ses coordonnées spatiales en relation à ce qu'elle voit à l'extérieur. Comme dire, voilà l'écran, voilà l'autre écran, voilà les caméras, donc l'endroit doit être quelque part par ici, à l'intersection de 3. Donc c'est un apprentissage de l'espace, et effectivement, on montre cette capacité d'apprentissage spatial chez cet insecte comme chez bien d'autres insectes. Mais aujourd'hui, je voudrais pas évidemment faire une sorte de catalogue de tous les insectes et de ce qu'ils apprennent ou non, parce que finalement, je crois que l'idée n'est pas de sortir d'ici avec une collection d'anecdotes disant oui, la fourmi apprend odeur sucre, la mouche odeur punition et la blatte de l'espace, mais creuser un peu plus profondément. C'est ça le labeur du scientifique en quelque sorte. Non pas pas se contenter de dire elles font ceci ou elles font pas ceci, mais d'essayer de comprendre comment ça se fait. Rappelons-nous, il y avait la question sous-jacente, est-ce qu'il y a un cerveau et comment il est organisé? Et à la limite, on pourrait poser la question, comment ces capacités qu'on vient de voir sont sous-tendues par ces petits cerveaux? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces cerveaux qui permet de faire, par exemple, des choses qu'on vient de voir? Et pour répondre à cette question, je vais maintenant me centrer sur un petit insecte qui sera l'actrice principale de cette histoire. On parlera de l'abeille domestique. Pourquoi l'actrice principale? Parce qu'il faut dire que dans le domaine que je représente, qui est celui des neurosciences cognitives, je suis un neuroscientifique, je m'intéresse donc à tout ce qui est l'apprentissage, la mémoire, la cognition, hein. Donc, et non seulement à ses capacités, mais aux bases neurales de ses capacités. C'est ça, en quelque sorte, mon grand défi, d'essayer de comprendre comment ça se fait. Et je disais donc qu'au niveau du domaine que je représente, ce petit animal est utilisé dans de nombreux laboratoires du monde entier qui essayent de comprendre justement le phénomène de l'apprentissage et la mémoire. On pourrait dire, pourquoi on s'intéresse à un insecte si on veut comprendre l'apprentissage et la mémoire, et pourquoi on ne va pas l'étudier chez l'homme directement? La réponse est simple. Si moi je veux comprendre déjà les circuits qui font ceci ou cela dans le cerveau, je ne vais pas me balader joyeusement dans les rues pour ouvrir la tête des gens et voir ce qui se passe. Ce n'est pas possible, heureusement d'ailleurs. Donc, il faut donc trouver un petit animal qui permette de répondre à des questions et qui soit doué de ces capacités-là. Donc, vous aurez compris que cet animal est parfaitement doué de ces capacités puisque ces insectes, les abeilles, ont une particularité propre de leur activité de butinage et de pollinisation. Les abeilles, et c'est bien connu depuis Aristote, qui a été le premier à l'observer, sont ce qu'on appelle des pollinisateurs constants. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire qu'une abeille qui va butiner dans la nature ne va pas changer d'une espèce florale à l'autre. Elle ne va pas de la rose à la marguerite à la rose et vice-versa. Elle reste fidèle, constante, sur la même espèce, donc marguerite, 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 tant que cette espèce sera capable de lui fournir la récompense qu'elle cherche, le nectar, carbohydrate, ou le pollen, protéines. Mais elle ne change pas, c'est-à-dire elle travaille à la chaîne. Elle changera seulement quand l'espèce florale qu'elle exploite, parce que bon, la saison sera finie, etc., n'offrira plus de nectar ou de pollen. À ce moment-là, elle changera. Mais tant qu'il y aura ces récompenses, elle est constante et elle travaille à la chaîne. Et l'explication connue de cette constance, aujourd'hui, on le sait, c'est le fait
qu'elle a appris et mémorisé les signaux sensoriels typiques des fleurs qu'elle exploite. Elle apprend les couleurs de la fleur exploitée, elle apprend les odeurs, les formes, logiquement la position, comme vous avez vu que font les blattes, pour aller toujours au même endroit, et ainsi de suite. Donc vous voyez que dans ce contexte naturel du butinage, ces petits animaux montrent des capacités déjà très développées d'apprentissage et de mémorisation. Et voilà l'élément clé qui explique aussi le succès dans les laboratoires de ce petit animal, c'est que cet insecte est très malléable du point de vue expérimental. Ça veut dire que le chercheur peut entraîner des abeilles, comme qui entraînerait un chien, à venir en volant de la ruche dans le laboratoire, à rentrer par la fenêtre, à aller dans des dispositifs compliqués qui vont permettre au chercheur de lui poser des questions. Par exemple, est-ce que tu distingues ces couleurs? Est-ce que tu es capable de différencier ces odeurs? Est-ce que si tu apprends ceci, tu te rappelles 1 heure après? Est-ce que tu te rappelles 3 jours après, 4 jours après? Et ainsi de suite. L'abeille, évidemment, ne parle pas. Mais ces réponses seront codées dans les réponses comportementales qu'elle va fournir dans vos appareils conçus pour tester des idées. Donc, et ces abeilles sont extrêmement coopératives. Ça veut dire qu'elles viendront des centaines de fois dans votre laboratoire pour travailler pour vous, tant que, évidemment, vous serez capable d'offrir toujours la petite goutte de solution sucrée en tant que récompense, qui sera le remplacement du nectar qu'elle cherche dans la nature. Tant qu'il y aura la gouttelette de solution sucrée, elle va venir des centaines de fois et travailler pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, un autre avantage, c'est qu'au cours des années, les chercheurs ont pu concevoir plusieurs méthodes invasives disponibles pour accéder au cerveau de l'abeille et pouvoir donc enregistrer les neurones, déterminer les changements qui ont lieu dans ce cerveau lors de l'apprentissage et de la mémorisation et comprendre quels seraient les mécanismes de base qui forment des mémoires. Et ceci est extrêmement important puisque je posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à nous si on fait ceci? Eh bien justement, ceci a donné des idées, des hypothèses sur ce qui se passe dans notre propre cerveau quand nous formons des mémoires. Et c'est là donc où on a eu des pistes pour comprendre qui se sont avérées en quelque sorte presque identiques de ce qui se passe chez elles, pour nous, je veux dire. Donc, et finalement, pour le neuroscientifique que je suis, ce que je dirais, c'est qu'il est extrêmement récompensant et en quelque sorte plus facile de chercher ces pistes, dont je parle à l'heure même, dans un petit cerveau qui n'a que 950 000 neurones, hein, à peine ça, 1 mm3 je disais, donc même pas 1 million de neurones là-dedans, 950 000 neurones. Et si le défi ou le pari était de trouver par exemple les réseaux responsables de la mémoire, on pourrait imaginer que ça sera plus facile de les trouver au milieu de 950 000 neurones que dans notre propre cerveau qui a 100 milliards de neurones. Allez chercher là-dedans. On peut, mais ça va être plus dur. Alors que si vous avez moins d'1 million, peut-être que ça sera plus facile. C'est le pari qui est fait. Donc, ce que je voudrais vous présenter, c'est quelques questions générales qu'on pose chez nous. C'est certes des questions qui sont ambitieuses, mais bon, on est là pour ça, justement, pour essayer de répondre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un véritable cerveau d'abeille. Ce n'est pas un schéma, c'est un cerveau reconstruit en 3D. C'est comme ça qu'on le voit. On le verra en détail plus tard. Et donc, l'idée, c'est comprendre le potentiel de ce mini-cerveau. De quoi est-il capable? Donc, et surtout, comment les performances dont il est capable sont-elles assurées par cette architecture neuronale, donc par cette organisation neuronale sous-jacente. Donc, une question importante, fondamentale pour cette histoire de pousser les frontières dont on parlait au début dans l'introduction, c'est de se demander si ces capacités restent au niveau élémentaire. Dans les exemples que je vous ai montrés, donc par exemple la fourmi qui apprend odeur égale sucre ou la mouche qui apprend odeur égale choc électrique, on pourrait dire que c'est des apprentissages simples, élémentaires. L'odeur A est toujours associée au choc et l'odeur B, non. Mais au-delà de ça, de ce lien univoque entre A et le choc ou odeur A et le sucre, bon, il n'y a pas grand-chose. C'est des apprentissages qui sont certes importants, associatifs, puisqu'on fait des nouvelles associations, mais ça reste assez élémentaire. Mais est-ce qu'il y aura plus que ça? Comme on disait dans les questions, est-ce que, par exemple, il y aurait quelque chose, des traits qu'on n'hésiterait pas, si on le voyait chez un singe ou chez nous-mêmes, à traiter de cognitif, c'est-à-dire de haut niveau? Et si oui,
quelle modification cérébrale permettrait de faire ces traitements de haut niveau? Voilà ce que je vais faire. Donc, pour commencer, ce que je dirais, c'est que, évidemment, au cours des années, on a conçu des méthodes pour étudier l'apprentissage chez les abeilles dans le laboratoire. Et donc, pour commencer, il fallait être capable de reproduire l'apprentissage qui se fait naturellement sur les fleurs. On a bien vu ce qui se passe quand elles butinent, qu'elles apprennent à associer des odeurs avec le nectar, par exemple. Il fallait donc pouvoir reproduire ces situations dans le laboratoire. Et surtout chez des animaux immobilisés. Pourquoi immobilisés? Parce que, évidemment, si après la question est de dire, bon, je veux savoir quels sont les réseaux dans ce cerveau qui font ceci ou cela, évidemment, si l'animal bouge, je ne peux pas courir derrière pour voir ce qui se passe dans son cerveau, logiquement. Donc, il faut que ça soit immobilisé et que malgré cette contrainte, il soit capable de me montrer cet apprentissage. Et voici ce qu'on fait. Ça, c'est un des protocoles qu'on utilise chez nous. C'est en quelque sorte le principe célèbre du chien de Pavlov transféré à une abeille. Donc ce que vous avez ici, c'est un apprentissage de type olfactif. Et ce que vous allez utiliser ici, c'est le conditionnement avec des odeurs d'un réflexe typique d'une abeille affamée qui est le réflexe d'extension du proboscis. Le proboscis, c'est la trompe de l'abeille. L'abeille a une trompe. Et le réflexe est le suivant, c'est un réflexe inné, non appris, typique, que chaque fois que vous touchez l'antenne avec une gouttelette de sucre, pop, elle tire la langue. C'est comme si je frappais avec un marteau votre genou et vous faites comme ça, pareil. C'est un réflexe inné. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que les antennes ont détecté quelque part du sucre et elles tirent la langue pour savoir où ça se trouve. C'est simplement ceci. Et ce qu'on va faire ici, c'est faire une abeille, on va lui donner tout d'abord une odeur qu'elle ne connaît pas, pour laquelle elle ne montrera aucune réaction, puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle veut dire. Et ensuite, on va associer cette odeur au contact de la solution sucrée. Et de cette façon-là, on aura créé tout d'abord une association, certes simple, entre odeur et sucre. L'abeille est, comme vous le voyez ici, immobilisée dans ce tube métallique. Vous voyez, elle est là, elle est toute raide, il y a juste la tête qui sort, comme vous voyez ici. Ça, c'est la tête de l'abeille. Et devant, vous avez un dispositif contrôlé par ordinateur qui envoie vers elle toujours un jet d'air propre dans lequel on peut introduire un pulse d'odeur particulier. Donc, elle va sentir l'odeur et puis par la suite, on va lui toucher les antennes avec, par exemple, un cure-dent imbibé de solution sucrée, ça c'est le dispositif, ça c'est l'abeille. Pour déclencher l'extension du proboscis, on va lui permettre de lécher un petit peu le sucre. Et en faisant ceci, donc on aura créé une association de type odeur égale sucre. Pavlov faisait sonner la cloche qui avait été associée à la viande. Donc chaque fois que le chien entendait la cloche baver, parce que cloche voulait dire viande, ici, il n'y a pas de cloche, il y a une odeur. Et évidemment, elle ne bave pas, mais elle va tirer la langue parce que odeur veut dire solution sucrée. Même principe. Voici comment ceci marche. Vous avez donc l'abeille qui est immobilisée, elle peut juste bouger ses antennes et ses pièces buccales. Comme vous voyez ici, elle est active. Un carré rouge apparaît au moment où l'odeur est envoyée à l'animal et elle ne montrera pas de réaction particulière parce qu'elle ne connaît pas cette odeur. Et juste après, le cure-dent, tac, et vous voyez l'extension de la trompe, l'extension du proboscis. Vous voyez qu'elle insiste, ça lui a plu, elle a été motivée, elle veut plus de sucre. Et en faisant ceci, normalement, ce que vous avez fait, c'est créer une association odeur-sucre. Et la preuve que c'est comme ça, c'est que immédiatement après, vous passez l'odeur toute seule, sans sucre. Et qu'est-ce qu'elle va faire si elle a bien appris? Vous me direz vous-même. Eh bien, ceci. Elle tire la langue parce qu'odeur veut dire sucre. Elle a appris cette association. Donc, cet apprentissage qu'on vient de voir ici, donc une association entre odeur et récompense de sucre, est très, très, très rapide. Vous avez vu dans le film une association, c'est-à-dire une fois odeur-sucre. Ici, je vous montre 6 fois odeur-sucre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, vous avez le pourcentage d'abeilles, mettons qu'on a pris, je ne sais pas, une centaine d'abeilles, qui vont étirer le proboscis à l'odeur, donc qui ont appris. Et vous voyez qu'au cours des essais, typiquement, ça c'est la réponse qu'on obtient. Ça veut dire que déjà au bout du 2e, 3e essai, pratiquement tout le monde a appris. Elles ont tout appris. Si vous considérez qu'il y a à peine 10 minutes entre chaque essai, au bout d'une demi-heure, tout le monde a appris. Et non seulement ceci, mais si je dis que j'ai utilisé une odeur que j'appellerais l'odeur A, pour l'appeler d'une façon, et A+, parce que c'est l'odeur récompensée, que je prends ces abeilles, je les mets dans une cagette pour qu'elles ne s'échappent pas, parce que je ne peux pas les remettre dans la ruche, sinon je les perds. Mais je les mets dans une cagette, dans le laboratoire, au noir, etc., pendant
leur vie utile, qui est normalement dans le cas d'une butineuse de 2 semaines. Et 2 semaines plus tard, je les sors de la cagette, elles ont été logiquement nourries dans la cagette, au noir, etc. Donc, et je les remets dans les tubes. Et je leur dis, maintenant, je vais te passer 3 odeurs, A, B et C. Voyons si tu te rappelles. 2 semaines plus tard, typiquement, ce que vous obtenez, c'est ceci. C'est la réponse à l'odeur A qui a été préalablement utilisée. Donc, ceci a été l'origine de nombreuses études, puisqu'on a pu rentrer dans ce cerveau. Donc, voici comment on fait. Ce qui est particulièrement unique quand on travaille chez les insectes et avantageux pour comprendre ce qui se passe au niveau des neurones, et parce que bon, c'est un choix personnel. Il y a des collègues qui le font sur des vertébrés, des mammifères, des singes, des chats, mais personnellement, je ne pourrais jamais faire ça chez ce type d'animal. C'est que, contrairement aux mammifères, la cuticule, donc la surface externe du corps d'un insecte ou d'un crustacé, c'est pareil, c'est une carapace. Elle n'est pas innervée. Il n'y a pas de terminaison de douleur ici. C'est juste une carapace dure. Et donc, on peut découper par exemple une petite fenêtre ici pour exposer le cerveau, que l'animal va montrer tout ce que vous avez vu dans le film sans aucun problème. Il ne va pas être gêné, il va pas être... c'est comme si vous ôtiez une casquette tout simplement. La seule chose qu'il faut éviter, c'est que le cerveau exposé à l'air se dessèche s'il est exposé pendant longtemps, donc vous allez perfuser, mais l'animal va montrer comme ça, avec le cerveau exposé, tout ce que vous venez de voir dans le film. Et en faisant ceci, donc on a compris, je ne parlerai pas de ceci aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, par exemple, quelles sont les molécules qui forment les mémoires. On a compris, on a identifié, on est rentré dans les noyaux de cellules et on a déterminé quelles sont les molécules qui déterminent la formation de mémoire. Et quand on a pu faire ceci, ce qui est particulièrement spectaculaire, c'est qu'on est allé regarder après, je dis bien après, chez des mammifères, chez l'homme, chez le rat, et on a trouvé que c'est les mêmes molécules qui sont utilisées pour la formation de nos mémoires. Finalement, on pourra dire que ce n'est pas si surprenant que ça, puisqu'on est tous faits des mêmes briques. Mais quoi qu'il en soit, voici comment on peut trouver des pistes pour orienter nos recherches sur nous-mêmes. Mais je ne parlerai pas aujourd'hui des molécules de la mémoire, mais ce que je voudrais faire, c'est regarder quelques mécanismes associés à la formation de ces mémoires dans ce cerveau. Et donc on va essayer, puisqu'on parle d'apprentissage d'odeur, de regarder là-dedans. Voici le cerveau de l'abeille. Et qu'est-ce qui se passe donc quand une abeille sent ? Donc, il faut savoir déjà que le nez des abeilles se trouve au niveau des antennes. Et c'est le véritable nez. Sur ces antennes, on va trouver 60 000 récepteurs olfactifs. Donc chez nous, ils sont au niveau de la muqueuse olfactive, mais chez elles, elles sont au niveau des antennes. Et ces récepteurs vont être stimulés donc, par des molécules d'odeur, et ils vont s'activer, ils vont envoyer un message nerveux vers le cerveau. Excusez-moi, l'image a disparu. On va rester là. Et donc, va envoyer un message vers le cerveau et il va être traité dans ce cerveau. Dans un premier temps, il va être traité dans cette structure dont je vais vous parler maintenant, cette structure appelée le lobe antennaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un par antenne et c'est le premier centre de traitement des odeurs dans le cerveau. Cette structure, on va le voir, est faite de ce qu'on appelle des glomérules. Et là, c'est absolument frappant quand je vous montrerai ceci. En termes de structure. De là, le signal est envoyé vers d'autres centres du cerveau, par exemple ici ce qu'on appelle le protocérébrome latéral, ou ces grandes structures appelées les corps pédonculés que vous voyez ici en rouge. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous parler maintenant du lobe antennaire. Rappelons ce qu'on vient de voir. On vient de voir une abeille qui forme des mémoires olfactives à long terme, qu'on peut récupérer plusieurs semaines, plusieurs jours après. Et donc, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau quand ces mémoires olfactives se forment. Logiquement, donc, si je vous dis que le premier centre de traitement des odeurs est ici, on pourrait commencer par regarder au niveau de cette structure, voir qu'est-ce qui se passe dans cette structure quand ces mémoires olfactives sont formées. C'est la première question. Donc, le lobe antennaire, je vous disais, a une structure absolument frappante. Pourquoi ? Parce qu'il est fait de glomérules, je vous disais. C'est le terme technique. Ce terme, donc, par exemple, vous avez vu qu'il y a un par antenne, donc de lobe antennaire, et il y a 160 glomérules par lobe antennaire. C'est quoi ces glomérules ? Bon, c'est ces petites structures globulaires que vous voyez ici. Il y en a 160. Donc, ce que vous voyez ici, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le nerf qui vient de l'antenne avec les informations des récepteurs olfactifs. Les récepteurs, l'antenne est quelque part ici, et les récepteurs olfactifs qui ont senti telle ou telle molécule envoient ces informations et ici.
Et ils arrivent donc au niveau de cette structure où vous avez ces glomérules. Et c'est quoi ces petites boules donc? Bon, ce n'est pas des petites balles de ping-pong qui se trouvent là-dedans, logiquement. Mais si on fait un schéma pour expliquer ce qu'est un glomérule, on va voir que c'est très simple d'ailleurs. En fait, un glomérule, je vais le faire maintenant en forme de schéma, je vais reproduire cette idée-là, mais je vais juste représenter les glomérules de la périphérie pour ne pas avoir plein de glomérules qui tournent dans mon schéma. Et si je fais ça, voici ce que je vois. Donc, voici les glomérules qui seraient là en périphérie. Et je vois qu'est-ce qu'un glomérule. Parce que en bleu, vous voyez un récepteur olfactif qui arrive de l'antenne. Admettons que c'est le récepteur qui répond à une molécule, par exemple l'octanol, le géraniol ou un aldéhyde, l'heptanone, etc. C'est le récepteur spécialisé pour détecter cette molécule. Et donc, vous voyez qu'il arrive là, et là, il se contacte avec d'autres neurones qui câblent les glomérules entre eux, comme ce neurone jaune, vous voyez? Ou avec ce neurone rouge qui va câbler certains glomérules entre eux. Ces glomérules de câblage latéral, c'est-à-dire qui câblent les glomérules entre eux, sont très importants. Parce que ce qu'ils libèrent, ici, donc c'est une substance qui va faire taire les autres glomérules. Donc, quand il y a ce neurone qui sent, par exemple, une odeur à rose, pour simplifier, et qui arrive ici en disant « rose, 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 attention », et qui arrive ici, qu'est-ce qu'il fait? Il active à son tour ceux de câblage latéral, rouge ou jaune. Ceux-ci libèrent une substance d'inhibition qui dit à tout le monde « taisez-vous, arrêtez votre activité, parce que je veux faire ressortir le message qui arrive ». Et à ce moment-là, quand le message est bien ressorti, il y aura un autre neurone, ici en vert, qui va prendre les informations et les emmener au centre supérieur du cerveau. Donc, qu'est-ce qu'un glomérule? Un glomérule, c'est tout simplement ce point d'amas, de contact, entre ces différentes classes de neurones. Et c'est pour ça qu'on voit les petites balles ici, entre guillemets, parce que c'est un petit amas de connexion. Vous direz, ouais, mais ça c'est farfelu, en quoi ça me concerne? Eh bien, monsieur, mesdames, je dirais tout simplement que dans votre cerveau, dans le nôtre, dans celui de votre chat ou de votre chien, il y a des structures dans le cerveau qui sont aussi spécialisées pour traiter les odeurs, qui ne s'appellent pas logiquement lobes antennaires, parce que ni vous ni votre chien ont des antennes, mais qui s'appellent les bulbes olfactives. Les bulbes olfactives. Et ces bulbes olfactives sont faits de glomérules, pareil. Seulement que chez vous, il y aura quelques milliers, alors que chez une abeille, il y a 160. Et ces glomérules, on les voit pareil. Et non seulement c'est de l'apparence de voir les mêmes structures globulaires, mais quand on dit « et qu'est-ce qu'un glomérule chez nous ?» c'est pareil. C'est-à-dire c'est les récepteurs de la muqueuse qui arrivent avec un signal qui connectent des neurones de câblage latéral qui font taire les autres glomérules pour faire ressortir l'odeur à camembert, je ne sais pas, et qui donc va être prise par d'autres neurones qui emmènent ces informations dans d'autres régions du cerveau. Pareil. C'est pour ça, par exemple, que ces études peuvent être financées par des organismes comme la Fondation pour la recherche médicale. Parce que même si on dit qu'il y a une vocation à comprendre ce qu'est l'homme dans cette fondation, on comprend qu'une structure, avec des grands parallèles, peut permettre de comprendre comment ça se passe chez nous, vu que l'architecture est pratiquement la même. Donc, vous voyez, l'évolution a trouvé le même principe, c'est-à-dire que même si on est tout à fait éloigné des abeilles, le problème de classifier, détecter des odeurs va être résolu par des systèmes différents, par des systèmes nerveux différents, avec une même stratégie, avec une même structure. Mais revenons à nos mémoires, parce qu'on parlait des mémoires à long terme qui se restituent dès plusieurs jours après, plusieurs semaines après. Et donc, la question que je pourrais poser ici est de savoir si le fait d'avoir formé une mémoire va changer ce cerveau. Regardez bien ce que je suis en train de demander. Je me demande si ce cerveau est plastique. On pourrait dire que des insectes sont tellement primitifs que non, ils sont rigides, il n'y a pas de grands changements. Oui, ils peuvent apprendre, mais bon, de là à qu'on ait des nouvelles connexions qui se créent, des nouvelles synapses, que ça change tout le temps, là, c'est plutôt sceptique. Voilà la question qui est posée, justement. Est-ce que vous avez raison ou tort en pensant comme ça? Et donc, cette expérience a été faite par un de mes assistants, Jean-Marc Deveau, qui a conçu l'expérience suivante pour répondre à cette question de savoir si le cerveau, en particulier le lobe antennaire, se modifie quand on forme une mémoire à long terme. Il s'est dit, je vais donner 5 fois odeur associée au sucre. Vous voyez, odeur, sucre, séparé de 10 minutes, odeur, sucre. Pourquoi 5 fois? Parce on sait très bien que quand on fait plusieurs CC,
on stimule la formation à long terme, de mémoire à long terme. Un seul essai n'est peut-être pas suffisant, mais comme chez nous, la répétition des choses va aider à la formation de mémoire à long terme. Donc il donne la même odeur 5 fois associée au sucre pour former une mémoire à long terme. Et bon, ça c'est un groupe contrôle qui va utiliser. Vous voyez, ce groupe a aussi 5 fois odeur, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 fois sucre, mais odeur et sucre sont déconnectés. Vous voyez, ils ne sont pas strictement associés. Donc les deux groupes ont la même expérience sensorielle, mais ce groupe-là ne va pas apprendre. Il n'est pas capable d'apprendre puisque odeur et sucre sont séparés dans le temps. Donc on ne peut pas faire l'association. Il y aura un groupe qui formera la mémoire, celui-là, et un groupe qui ne la formera pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc 3 jours après, vous voyez, donc il se demande, est-ce que premièrement, les abeilles se souviennent? Et ils répondent donc à l'odeur apprise. Logiquement, on peut espérer que celle-là, oui, celle-là, non, qui n'aurait rien appris. Et donc par la suite, voici donc l'expérience de comportement, ça c'est l'apprentissage. On voit que le groupe qui a eu odeur et sucre apparié apprend effectivement à attirer le proboscis à l'odeur, très bien. L'autre groupe n'apprend rien du tout, puisque odeur et sucre ne sont pas connectés. Et quand, donc 3 jours après, il demande si on se souvient, voici ce qu'il obtient. Le groupe apparié, évidemment, a une mémoire, et l'autre non. Très bien. Jusque-là, tout ce que je vous ai raconté s'avère vrai. Mais par la suite, il est allé étudier l'organisation du lobe antennaire. Vous voyez, là, ils vont être très bien les glomérules de ce fameux lobe antennaire. Et on sait qu'est-ce que c'est ces glomérules maintenant. Et donc il s'est dit, je vais reconstruire en 3 dimensions les glomérules des abeilles qui ont mémorisé et de celles qui n'ont pas mémorisé. Et je vais comparer ces glomérules. Vous voyez, donc ce que vous voyez ici, en vert, c'est le groupe qui a formé la mémoire. Et en vert noir ou en noir, c'est le groupe qui n'a pas formé la mémoire. Et ce que vous voyez ici, c'est les chiffres qui correspondent aux glomérules particuliers, puisqu'on a une cartographie qui permet de les identifier. Ça, c'est le glomérule 17, ça, c'est le 23, ça, c'est le 24, le 25. On peut les identifier, toujours, parce qu'on a un atlas qui permet de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que chez les animaux qui ont formé la mémoire, il y a des augmentations significatives de la taille des glomérules. Vous le voyez? Ici, par exemple, ici, les symboles indiquent que les différences sont vraies statistiquement. Et donc, on voit que dans tous les cas, pour certains glomérules, donc, quand il y a eu la mémoire qui a été formée, il y a eu une augmentation de taille de certains glomérules. On aura, par exemple, entraîné une autre odeur, pas celle qui a été utilisée dans cette expérience. On verrait toujours une augmentation de glomérules, mais d'autres. Pour chaque odeur, un set de glomérules différents. Mais on voit toujours ces augmentations. Donc, ce travail a permis donc de comprendre que le cerveau est plastique. Ce cerveau change. Il est en train d'apprendre des choses tout le temps et il est en train de se modifier tout le temps. Vous voyez comment il y a des choses qui changent, qui diminuent, etc. Donc, ce cerveau est plastique. Donc, certaines régions changent leur volume suite à la formation de cette mémoire. Bon, évidemment, ces régions varient avec l'odeur mémorisée. Ça sera d'autres glomérules pour une autre odeur. Et ces régions, donc, si elles changent, ça veut dire qu'elles vont en quelque sorte stocker cette mémoire olfactive. Donc, des expériences préliminaires montrent qu'à leur tour, elles peuvent aussi rétrécir quand on désapprend quelque chose. Parce qu'évidemment, on dirait, si elles apprennent tout le temps et que ça continue à grandir, à un moment donné, ça va exploser. Logiquement, ce n'est pas l'idée. Donc, il y a toute cette plasticité dans un sens et dans l'autre qui se joue dans ce petit cerveau pour faciliter la formation de ces mémoires à long terme. Donc, maintenant, par exemple, je pense que j'ai déjà avancé quelques éléments sur le fait de « sont-ils stupides ?» Non. Peuvent-ils apprendre à mémoriser? Oui. Est-ce qu'il y a un cerveau? Oui. Est-ce qu'il y a des similarités par rapport au nôtre? Malgré certaines différences évidentes, la réponse sera quand même oui. Est-ce que ce cerveau est plastique? Oui, on vient de le voir, comme chez nous. Mais il y a quelque chose qu'encore on n'a pas vu, c'est de dire, est-ce qu'on peut évidemment sortir de ce cadre en quelque sorte limité des apprentissages très simples. Odeur sucre, la mouche, odeur choc électrique, bon ça tout le monde peut le faire à la limite, mais est-ce qu'on peut parler vraiment, comme ça a été dit tout au début de ma présentation, de traitement de haut niveau, de traitement vraiment cognitif. Et voilà où je vais jeter la première pierre pour vous dire que, effectivement, l'idée
de ce que je viens de vous montrer, c'est très intéressant parce qu'on peut rentrer dans le cerveau avec plein de méthodes. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes ces méthodes, mais pour étudier qu'est-ce qui se passe au niveau fin, vous voyez, au niveau des synapses, au niveau de modification. Mais il y a un problème avec ces méthodes, puisque ces méthodes travaillent sur un animal immobilisé. Il est là, il ne peut pas bouger. Il me montre quand même l'apprentissage et la mémoire. Ça me suffit pour les questions que je pose. Mais en utilisant des animaux immobiles, évidemment, je perds quelque chose. Je perds surtout la richesse comportementale de l'animal qui peut bouger librement. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je perds si je n'utilise que des animaux ou des protocoles avec des animaux immobiles? Est-ce que je suis en train de rater quelque chose d'important? Et la réponse est oui. On rate quelque chose d'important, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, parce qu'à partir de maintenant, je vais vous montrer des expériences qui n'utilisent pas des abeilles immobilisées, mais des abeilles qui volent librement, et qui vont résoudre des problèmes complexes. Donc, je vais faire maintenant, non pas de l'apprentissage olfactif, mais de l'apprentissage visuel. Et pour parler de ceci, donc ce que je vais vous raconter, c'est des tests ou des expériences faites pour savoir si les abeilles seraient, en tout cas, les premiers insectes démontrés à maîtriser des concepts, des règles abstraites. Et je vais m'expliquer par la suite de quoi je parle quand je parle de concept. On va tout d'abord commencer par expliquer qu'on sait très bien que les abeilles sont capables d'apprentissage visuel. Je vous disais qu'elles apprennent les couleurs des fleurs, etc. Mais comment amener ceci à une expérimentation? Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, puisque ce monsieur, Karl von Frisch, autrichien, mais ayant fait sa carrière en Allemagne, a eu le prix Nobel en 1973, bon, pour plusieurs choses. Hein. Entre autres, il a découvert que les abeilles ont une sorte de danse qui permet d'informer aux autres abeilles de la ruche la direction et la distance d'une source de nourriture. On ne parle pas aujourd'hui de ça parce que ça, c'est de la communication et on est dans la cognition à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il avait fait une première expérience quand il était tout jeune pour prouver au monde, qui croyait le contraire, que les abeilles voyaient le monde en couleur. À cette époque-là, quand il démarrait ses études, en 1900 et quelques, 1914, donc tout le monde croyait, encore une fois, hein, attitude péjorative par rapport à ces insectes, que les insectes, ils avaient une vision, parce qu'ils ont certes des yeux, mais forcément, ils devaient voir le monde en blanc et noir. Pas plus que ça. Et lui, il était convaincu qu'il voyait le monde en couleurs, parce que s'ils allaient vers les fleurs et que les fleurs se signalisent avec tant de couleurs tellement vives, ça devait être, non pas pour nous, mais pour elles, justement, pour les pollinisateurs. Et pour montrer ceci, donc, il a fait une expérience qui consiste tout d'abord à marquer une abeille, vous voyez, avec des points de couleur, de sorte qu'on sait que ça, c'est mon abeille, je la suis, elle va, vient, donc je la reconnais. Et donc, il voulait montrer que ces abeilles voient des couleurs. Il mettait un petit plat de solution sucrée sur un carton bleu et sur une table auquel ces abeilles avaient été entraînées à venir. Et puis quand elles revenaient à un moment donné, il présentait cette situation déroutante. Autour du carton bleu, il y aurait d'autres cartons, gris, noir, blanc, etc., achromatiques, certains qui auraient la même intensité de lumière que le bleu, pour prouver si les abeilles vont vers ces grilles et les confondent, ou si vraiment elles utilisent l'information de couleur. Les petits plats que vous voyez ici sont vides, donc ce n'est pas qu'elles utilisent l'odeur du sucre ou quoi que ce soit. Et on sait très bien, l'expérience est bien connue, les abeilles, ayant appris l'association couleur-sucre, sont toujours allées vers la couleur. Donc il a montré par ceci que ces abeilles voient des couleurs, il avait ces abeilles identifiées, il savait que c'était ces abeilles entraînées, etc., etc. Mais comme vous voyez, cette expérience qui était conçue pour prouver la vision de couleur est une expérience d'apprentissage, puisque ces abeilles, même si l'apprentissage ne l'a jamais intéressé, lui, ces abeilles avaient appris, elles allaient ici parce qu'elles avaient appris l'association entre couleur et la récompense de solutions sucrées. Très bien. Mais ce qu'on a fait, c'est utiliser ce principe de l'abeille marquée, entraînée à choisir des stimuli visuels sur lesquels elles reçoivent une gouttelette de sucre. On a employé ce principe pour tester des problèmes bien plus complexes qu'apprendre bleu, sucre ou jaune, absence de sucre. Et voici ce qu'on a fait. On a récemment, ou pas récemment, plus ou moins, conçu dans notre équipe l'idée de se poser la question de savoir si ces insectes sont capables d'apprendre des concepts abstraits. Et notamment, on avait commencé par l'idée de tester quelque chose qui est très étudié chez l'homme et chez le primate, c'est ce qu'on appelle le concept d'équivalence. C'est une règle abstraite
qui doit être en quelque sorte perçu, appréhendé par un sujet, et qui, en appréhendant cette règle, fait preuve d'abstraction. De quoi je parle? Eh bien, imaginez que nous avons un sujet expérimental quelque part, ici devant nous, et je lui dis, bon, maintenant, regarde-moi cet objet, gobelet plastique. Hein. Il ne recevra ni récompense ni punition. Je lui dis simplement, regarde, tu le vois? Parfait. Maintenant, je te montre ces deux objets, gobelet et pointeur laser. Tu fais un choix maintenant. Tu n'as aucune idée de ce qui doit guider ton choix, mais tu devras faire un choix. Et si tu fais un bon choix, et c'est moi qui décide si le choix est bon ou non, je vais te payer 10 €, sinon je te tape dessus. Comme ça, pour rigoler. Et donc il va faire un choix, et donc dans ce cas-ci, puisque j'ai montré le gobelet, donc maintenant, si je choisis le gobelet, ça sera bon. Si je choisis le pointeur laser, il se trompe. Par la suite, il revient, peut-être qu'il n'a pas trop compris encore, je lui montre la bouteille. Ok, maintenant, choisis entre gobelet et pointeur. Bon, il se dit pointeur, je lui dis non, faux, c'était la bouteille. Par la suite, je lui montre le pointeur, je peux lui montrer n'importe quel autre objet, je n'ai pas d'autre ici sur moi, mon point, comme ça, je choisis, et il devrait choisir le pointeur. Quel est le principe que je suis en train d'utiliser ici? Est-ce que quelqu'un l'a saisi? Plus fort, plus fort. C'est ça. Le principe, la règle est choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. C'est ça la règle. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas ni la forme de l'objet, ni sa couleur, ni son utilité, ni sa nature. Il faut que la personne s'affranchisse des informations physiques de l'objet, ni la couleur, ni la forme, rien. Mais c'est une règle. Choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. Il faut être capable d'extraire cette règle. Et je parie que plusieurs d'entre vous ne l'avez pas vue. Hein? Avouez. En tout cas, c'est ce qu'on va voir si les abeilles sont capables de faire ceci. Et donc pour faire ce protocole, voici comment ça a été fait. Ces abeilles sont entraînées à venir dans le laboratoire en volant de la ruche. Et elles sont entraînées à rentrer dans un labyrinthe en Y. Vous voyez, elles arrivent ici et à l'entrée, il y a un disque jaune. Ce disque jaune a un petit trou au milieu qui leur permet d'accéder au labyrinthe. Ce disque jaune est juste là pour qu'elles le voient à l'entrée. Comme quand je montrais, par exemple, à mon sujet, le premier objet. Et donc, en rentrant ici, elles doivent faire un choix. Ici, si elles se posent sur le disque jaune, elles recevront au milieu la gouttelette de sucre. Si elles se posent sur les bleus, on les punit, on les vire, elles doivent faire tout le chemin encore une fois. Donc, cette abeille revient 3 minutes tout près et, aux surprises, cette fois-ci un disque bleu à l'entrée, celui qui était puni auparavant. Mais là, même s'il était puni, il faut qu'elle comprenne, entre guillemets, que, ayant présenté le bleu à l'entrée, il faut aller maintenant sur le bleu. Choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. Donc, c'est comme ça qu'on fait cette expérience, et cette abeille va venir nombreuses fois, et chaque fois qu'elle voit du jaune, elle doit aller vers le jaune, chaque fois qu'elle va aller vers le bleu, elle voit vers le bleu, elle doit aller vers le bleu. Mais ceci ne suffit pas pour montrer qu'il y a un concept abstrait qui a été extrait par ces abeilles. Donc pour montrer ceci, qu'est-ce qu'on faisait? Une fois qu'on voyait qu'elles maîtrisaient jaune, jaune, bleu, bleu, et ainsi de suite, elles arrivaient, et surprise pour elles, on leur montrait ceci. Pas de couleur. Des patterns blancs et noirs, soit verticaux, soit horizontaux. Deux possibilités. L'abeille est absolument déroutée, et puis elle tourne sans rentrer, et puis elle s'en va. Soit elle a une règle, comme vous avez compris vous-même, et elle se dit, bon, ben, vertical à l'entrée, il faut rentrer, choisir vertical, même si c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Et ici, si je vois ça, je rentre et je choisis de l'horizontal. Bon, ces expériences sont faites logiquement avec tous les contrôles de sorte qu'elles n'aillent pas toujours à droite ou toujours à gauche, que la récompense change d'un côté et de l'autre. Ça, c'est clair. Hein. Dans cette même expérience, donc, elle a été faite dans les deux sens. Ça veut dire qu'il y avait des abeilles qui étaient entraînées sur les couleurs, bleu, bleu, jaune, jaune, et puis on les testait avec ceci, et un autre groupe d'abeilles entraînées avec vertical, vertical, horizontal, horizontal, à qui on présentait par la suite les couleurs, pour que ça soit dans les deux directions. Voici ce que ça a donné. Donc ça, c'est l'apprentissage des deux groupes. On a 6 blocs de divisite. Ça fait 60 allers-retours, une journée entière de travail pour une abeille, entre la ruche et le laboratoire. Et vous voyez les choix corrects. Vous voyez en rouge les abeilles entraînées avec les couleurs, en bleu les abeilles entraînées avec vertical, horizontal. Vous voyez qu'à la fin de la journée, elles sont pratiquement très bonnes, puisque 75% de choix corrects pour une abeille, c'est pas mauvais, 7 fois sur 10, quand même, chapeau. Ça veut dire chaque fois qu'elles voient du jaune, elles vont vers le jaune, celles-là, et chaque fois qu'elles vont du bleu, elles voient vers le bleu. Et les autres, pareil pour vertical, horizontal. Mais maintenant vient le moment clé de la journée.
C'est le moment où on va présenter à chaque groupe les images ou les stimuli qu'elles n'ont jamais vus. Les abeilles entraînées avec les couleurs arrivent et elles vont voir maintenant les patterns, verticaux ou horizontaux. Et quand à l'entrée, il y a du vertical, elles ne se sont pas gênées, elles sont rentrées et elles ont choisi le vertical. Quand il y avait de l'horizontal à l'entrée, elles ont rentré et choisi l'horizontal. Les abeilles maintenant entraînées avec les patterns, qui voient les couleurs pour la première fois, arrivent, voient du bleu à l'entrée, rentrent et choisissent du bleu, et voient du jaune à l'entrée et rentrent et choisissent du jaune. Donc, ce travail était particulièrement excitant pour nous parce qu'elle montrait pour la première fois que ces abeilles ont la capacité d'extraire des règles au-delà de ces apprentissages tout à fait bêtes et simples, odeur récompense ou couleur récompense. Ça va bien plus loin que ceci. Il y a donc capacité à résoudre ce problème qui est indépendant du stimulus que vous utilisez, peu importe sa nature physique, c'est une règle qui est utilisée par ces abeilles, qui a été extraite. Donc c'est ce qu'on appelle le concept d'équivalence dans ce cas-ci. Et je ne le montre pas ici parce que je n'ai pas le temps. On a montré aussi dans ce travail la capacité à extraire le concept opposé, c'est-à-dire choisis toujours le contraire de ce que je te montre, indépendamment de ce que je te montre. Elles ont pu aussi maîtriser ce problème et très bien. Et donc, même dans ce travail, on a montré qu'on peut transférer cette règle entre odeur et couleur. C'est-à-dire on apprend la règle en utilisant deux couleurs, et ensuite on présente des odeurs, et elle va appliquer la règle aussi à des odeurs. Et choisis ce que tu sens, indépendamment de ce que tu sens. Donc pareil. Donc, entre-temps, on a montré d'autres concepts qu'elles sont capables de maîtriser, d'autres règles comme au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, à droite d'eux, à gauche d'eux, etc. Jusqu'à récemment, donc ça fait beaucoup de bruit dans la presse récemment, puisque une de mes étudiantes a voulu pousser les barrières encore plus loin, et elle s'est dit, d'accord, elle maîtrise une règle, un concept, mais est-ce elles sont capables de maîtriser deux concepts simultanément, deux règles abstraites pour résoudre un problème en même temps? Je lui dis, Aurore, parce que c'est elle, hein, Aurore Avarguez, qui était à l'origine de cette idée. Je dis, Aurore, là, je pense que tu vas un peu trop loin, mais j'adore quand on me montre que j'ai tort. Et en fait, ce qu'elle a demandé, c'est si ces abeilles peuvent extraire des concepts de nature spatiale, par exemple au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, mais en même temps, donc apprendre cette relation spatiale, indépendamment des objets, comme celle-ci, est-ce qu'elles peuvent combiner ce concept spatial avec le concept de différence? Qu'est-ce que ceci veut dire? Eh bien, elle a conçu son expérience de la façon suivante. Ça, c'est les parois du labyrinthe en Y. Donc, imaginez que vous êtes abeille. Là, il n'y a pas d'objet présenté à l'entrée, hein, parce que ce n'est pas la règle de choisir ce qu'on te montre. Elle rentre directement sans qu'il y ait un objet à l'entrée, et elle voit ceci. Et donc, vous voyez, il y a une relation spatiale ici, l'un au-dessus de l'autre, et l'autre, l'un à côté ou à droite ou à gauche de l'autre. Admettons que dans l'expérience d'Aurore, elle a décidé, elle, que la relation récompensée sera celle-ci, au-dessus de. Vous voyez, c'est ça que veut dire le rouge, ça veut dire que l'abeille devra aller ici, se poser au milieu pour avoir la récompense. Cette abeille s'en va et 3 minutes plus tard, elle arrive, elle voit ceci. Vous voyez, on a changé des côtés. La bonne relation est ici, mais elle a été décalée un peu par l'axe, et aussi là on est monté. Mais logiquement, si pour choisir correctement, elle devra venir ici pour avoir la récompense ici. Vous me suivez? Donc prochaine fois elle arrive, et où est-ce qu'elle doit aller? Ici, logiquement, parce que ça c'est la bonne relation qui est apprise. Et vous voyez que les figures changent tout le temps. Ce n'est pas les figures qui comptent, c'est la relation entre les figures. C'est ça qu'on veut savoir. Et par la suite, donc, elle fait un test. Elle se dit, bon, pour voir si vraiment il y a extraction d'un concept, je vais leur présenter quelque chose de nouveau, de tout à fait différent. Et voici ce qu'elle présente. Vous voyez? Donc, des couleurs. Mais, encore une fois, soit elle est déroutée par des stimuli tout à fait différents, soit elle a pris que sa règle. Et qu'est-ce qu'elle devrait choisir ici? Vous me dites, c'est ça. Logiquement, parce que ça conserve la même relation. Mais, est-ce que vous avez remarqué que dans ce problème, il y avait un autre concept derrière de ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y avait de caractéristique dans toutes ces situations-là? Comment? Non, pas forcément. Voilà, c'est ça. Exactement, comme dit monsieur, c'est que les figures qui sont présentées dans la relation spatiale sont toujours différentes l'une de l'autre. Dans tous les cas. Hein, vous voyez? Donc, est-ce que les abeilles ont fait attention à ceci, qu'il y a deux notions abstraites, la relation spatiale et la notion de différence? Donc, par exemple, je le verrai ici.
je fais la bonne relation 2 fois, mais qu'est-ce qu'elle va choisir? Si on a été capable d'extraire les 2 relations, on devrait choisir ceci. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ben voyons. Voici l'expérience. Donc ça c'est par exemple les 2 groupes, un groupe entraîné avec, comme on vient de le voir dans l'exemple, un groupe entraîné avec les couleurs. Mais vous voyez, à la fin, on leur présente à ce groupe-là des couleurs et à ce groupe des patterns. Ici, par exemple, on le fait 30 fois, hein, donc je ne montre pas les 30, hein, mais il y a 30 essais qui sont faits, 30 allers-retours. Elle arrive, elle voit ceci, elle arrive, elle voit cela, et ainsi de suite, 30 fois. Et puis on fait le test où on lui dit, voilà, est-ce que tu as vraiment saisi que la relation spatiale récompensée, ici, c'est celle-là, par exemple. Et pareil ici. Donc vous voyez les 2 groupes. Vous voyez que quand on fait ce test-là, où il n'y a pas de récompense, hein, c'est juste là, elles vont montrer ce qu'elles ont dans la tête, vous voyez qu'elles choisissent à 80% correctement. C'est-à-dire qu'elles choisissent ça, de préférence, si elles ont été entraînées à 1 au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, et elles choisissent ça, pareil, ayant été entraînées sur le couleur. Les 2 groupes, pareil. Très bien. Ça montre déjà qu'elles sont capables d'extraire au moins la relation spatiale, au-dessus d'eux, au-dessous d'eux. Mais maintenant, est-ce qu'elles ont fait attention au fait que les 2 figures sont différentes entre elles? Et voici ce qu'elle a fait. Même entraînement, vous voyez, 2 groupes, 30 essais. Et maintenant, vous voyez, elle présente 2 fois la bonne relation. Regardez ici. Mais ici, les 2 objets sont différents. Ici, les 2 objets sont identiques. Qu'est-ce qu'elle va choisir? On verra. Là, c'est marrant aussi. Elle s'est amusée à présenter 2 fois la mauvaise relation, celle qui est toujours punie. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a au moins 2 objets différents. Au moins un des principes est conservé. Ici, les 2 objets sont identiques. OK? Et là, c'est le chaos total, puisque c'est la bonne relation, mais avec 2 objets identiques, et la mauvaise relation avec 2 objets différents. Prédiction, c'est qu'elle se casserait la figure à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ici. Regardez. Elles ont préféré toujours la bonne relation quand il y a 2 objets différents et non pas 2 objets identiques. Ça veut dire qu'elles ont vraiment fait attention au fait, non seulement qu'il y avait une notion spatiale, mais au fait que les figures doivent être en plus différentes entre elles, indépendamment de leur qualité. Il y a aussi la notion de différence qui a été extraite. Ici, c'est aussi intéressant, parce que la relation est mauvaise dans les 2 cas, mais elle préfère clairement celle-ci. Pourquoi? Parce qu'ici, au moins, la relation étant 2 fois mauvaise, au moins il y a l'autre relation qui est conservée, qui est de dire au moins il y a les 2 objets qui sont différents. Et quand évidemment on met tout ça en compétition, là elles se cassent la figure effectivement, puisqu'elles n'ont plus sur quoi se baser pour résoudre le problème. Voilà donc ce résultat a été intéressant puisque ça montre que les abeilles sont capables de maîtriser 2 concepts abstraits à la fois, ici relation spatiale appropriée et notion de différence. Donc en même temps, ce cerveau qui se balade dans la nature est capable d'extraire des règles, est capable d'intégrer des règles différentes, est capable de choisir son chemin peut-être à partir de ces règles, tourne à droite d'eux, passe au-dessus d'eux, intègre ces objets qui doivent être différents quand tu fais ton chemin pour revenir à la ruche. Et c'est comme ça donc qu'elle va gérer son environnement. Non pas seulement à partir d'apprentissage simple, mais à partir de l'intégration de notions abstraites qui vont au-delà d'un simple concept, mais pour l'instant on a prouvé 2, mais peut-être, qui sait, elle peut intégrer plus que 2. Ça, on ne le sait pas. Ceci, on ne le sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer une fois par rapport à l'homme. Il y a toujours cette idée sous-jacente de qu'est-ce qui nous apprend. Donc, chez l'homme qui est capable d'extraire ces concepts, et vous l'avez fait vous-même par rapport, quand vous avez trouvé la règle « choisis toujours ce qu'on te montre », on sait très bien qu'il y a une région du cerveau qui est responsable de ces apprentissages abstraits. Cette région du cerveau s'appelle le cortex préfrontal. Je l'ai indiqué ici, hein, en différentes vues du cerveau, par des couleurs. Un cortex préfrontal, dorsolatéral, ventrolatéral, orbital, c'est essentiellement cette région qui est là. Cette région, elle a été associée à la résolution de ces règles abstraites de haut niveau, cognitives. Donc c'est une région qui va intégrer, qui a la capacité de faire ceci, puisqu'elle intègre différentes régions corticales et sous-corticales qui vont donc faire de cette partie-là une sorte de carrefour d'informations sensorielles. Il y a des informations visuelles, olfactives, différents types d'informations qui arrivent là, ce qui permet justement de s'affranchir des
la nature physique d'un objet, puisque tout converge là, et on peut extraire des règles qui seront valables tant pour des odeurs, comme pour des couleurs, comme pour des formes. C'est la règle qui compte et pas la nature physique. Donc c'est une région donc, qui est un grand carrefour, qui est associée aussi au contrôle moteur, qui montre aussi des associations avec les principes ou le système de récompense qui existent dans notre cerveau, qui sont associés au système d'attention, avec les systèmes de mémoire, etc. Donc la question qu'on dirait maintenant, c'est est-ce que les abeilles ont un cortex préfrontal? La réponse est clairement non, puisque là, évidemment, là oui, il y a une différence. Dans ce cerveau, il n'y a pas de cortex, comme chez nous. Il n'y a pas de cortex. Mais toujours en gardant ces grandes différences en vue, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait organisé d'une façon similaire, une sorte de grand carrefour de convergence de plusieurs voies sensorielles qui permettrait justement de comparer ce qui se passe en visuel, en olfactif, pour extraire des règles communes, etc. Et la réponse est oui, on trouve quelque chose. Et c'est cette région-là. Rappelons-nous, on avait parlé tout à l'heure des lobes antennaires. Vous vous souvenez? Là où il y avait les glomérules qui grandissaient avec la mémoire, c'est là. Et maintenant, je vais regarder ici cette structure rouge qui s'appelle les corps pédonculés. Et ces corps pédonculés sont intéressants pour nous. Je vous montre un des deux, vous voyez, en vue frontale. Ils sont intéressants pour nous parce que, alors que les lobes antennaires sont purement olfactifs, on l'a dit tout à l'heure, c'est la région de traitement des odeurs, ces corps pédonculés, au contraire, sont un véritable carrefour d'informations sensorielles. Ici, vous allez avoir, par exemple, des arrivées sensorielles ségrégées. Par exemple, il y a la partie des neurones olfactives qui arrive ici. Ils arrivent d'ici d'ailleurs, du lobe antennaire, ils arrivent ici. Il y a des informations visuelles qui arrivent de cette partie des yeux ici. Il y a des informations mécanosensorielles qui arrivent ici, des voies gustatives. Vous voyez, donc tout arrive là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie de cette structure, les neurones qui répondent intègrent toutes ces informations. C'est un principe similaire, en quelque sorte, à ce qu'on vient de voir dans le cerveau humain. Donc, on s'est dit, pour finir, donc bon, ça c'est un schéma, je passerai rapidement, on a fait récemment une expérience sur les corps pédonculés en se disant, est-ce que ça serait la région du cerveau qui, comme chez nous, serait responsable de la résolution de ces problèmes de haut niveau? Et pour faire ceci, donc, on s'est demandé que se passe-t-il à ce niveau, au niveau des corps pédonculés, quand une abeille apprend des concepts. Ici, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que je vais vous raconter, qui sera la dernière chose, est quelque chose qui est encore en voie de confirmation. Donc, vous savez très bien, je ne vous montrerai pas de graphes ou des résultats, puisque le travail du scientifique est la confirmation des résultats. Je vous raconterai simplement le principe de ce qu'on est en train de faire, et je vous dirai verbalement ce qu'on croit avoir pour l'instant. Mais peut-être que si on discute d'ici un an, on aura déjà la confirmation ou l'infirmation peut-être de ce que je suis en train de dire. Mais je pense que c'est quand même intéressant de vous raconter les pistes qu'on suit pour essayer de comprendre ces problèmes. Donc voici les corps pédonculés. Et ce qu'on a fait est la chose suivante. Regardez bien. Premièrement, on est allé décortiquer finement comment sont organisés ces corps pédonculés. Et regardez, voici donc un cerveau. Donc on voit les trois dimensions, on est en train de rentrer. Et ce qui nous intéresse, c'est ces structures-là. Vous voyez ? Ces structures-là donc, qui apparaissent, donc ça c'est les lobes antennaires dont on a parlé, et les corps pédonculés sont là. Et donc avec plus de détails, donc, on les voit ici. Ça c'est encore une fois les lobes antennaires avec les glomérules, on les laisse de côté, mais ça c'est les fameux corps pédonculés. Et la région d'entrée, je vous disais, est là. C'est cette région-là où je vous disais arrivent toutes ces voies-là différentes, et ça c'est la région de sortie. Et cette région d'entrée, par exemple, que si je prends un détail de cette partie-là, je vais voir qu'elle a une organisation particulière. Si vous regardez bien, voyez tous ces pointillés-là, et ces pointillés-là, ça c'est la partie par exemple où arrivent les informations olfactives, ça c'est la partie où arrivent les informations visuelles, je ne vous montre pas tout, je vous montre juste une partie, est faite de microglomérules, encore une fois. Pas des gros glomérules comme avant ici, mais des microglomérules. Par exemple, je vais élargir encore un peu, et là on voit cette partie-là, et là vous voyez les microglomérules. Et vous voyez, qu'est-ce qu'un glomérule? Regardez l'échelle, 3 micromètres. C'est minuscule. Donc ça c'est un microglomérule. Et qu'est-ce qu'un microglomérule?
Eh bien, là encore, c'est facile à comprendre. Parce qu'imaginez, par exemple, que vous avez, pour comprendre ce qu'est un microglomérule, un neurone visuel qui est quelque part ici, au niveau des yeux, qui va arriver ici, en apportant de l'information. Et ce neurone visuel, par exemple, il va arriver ici, il arrive ici, il est en rouge, d'ailleurs. Vous le voyez, il est marqué avec une coloration rouge. Et il va se contacter aux neurones qui forment toute cette structure, qui sont verts. Donc, vous voyez, tous ces neurones le contactent et forment ce que vous voyez ici. Et donc, ces microglomérules, c'est ça. Encore une fois, des points de contact entre ici, par exemple, des neurones visuels qui arrivent, ici, et les neurones qui l'entourent. Ici, ça sera des neurones olfactifs qui arrivent et les neurones les entourent. Et voilà donc ce qu'on a, des microglomérules. Et donc, ce qu'on a fait ici, donc, je vais essayer de simplifier encore plus ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que ces corps pédonculés ont une structure très fine, faite de ces petits boutons que vous voyez ici. Ces petits boutons sont les points de contact entre les neurones qui arrivent en disant « j'ai vu ceci » et d'autres qui prennent pour dire « ah, ben voyons qu'est-ce qu'on peut extraire de ça ». Okay, et c'est les neurones vertes qui vont intégrer ces fameux corps pédonculés. Et ce qu'on a fait, c'est l'expérience suivante. L'expérience vient d'être finie. Ce qui n'est pas encore fini, c'est l'analyse cellulaire. On a eu un groupe d'abeilles qui a été entraîné dans un problème simple, de base, dans le labyrinthe en Y. Ces abeilles arrivent, elles doivent simplement, par exemple, aller toujours vers le jaune récompensé, jaune plus, bleu moins, ou un autre groupe qui aura toujours vers le bleu récompensé et jaune non récompensé. Problème élémentaire, très simple. Toujours jaune récompensé, toujours bleu récompensé. Pas de mystère là-dedans. 50 fois, hein, pour les unes, pour les autres. Et puis, pour les autres, là, c'est l'entraînement de la règle de choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. Il fallait 50 essais au moins pour trouver cette règle. C'est pour ça qu'on a forcé les autres à le faire 50 fois, pour que ça soit équilibré en termes du nombre d'essais. Donc ces abeilles vont apprendre quelque chose de très simple, jaune toujours récompensé ou bleu toujours récompensé. Celles-là, qui ont aussi 50 essais, qui voient aussi jaune et bleu, auront appris quelque chose de très différent, auront appris la règle abstraite. Choisis ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre. Et une fois qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, une fois qu'on voit qu'elles maîtrisent leurs problèmes, on les capture, on les maintient 3 jours dans une cagette dans le Loir. Rappelez-vous que je vous disais que c'est faisable. Ensuite, pourquoi 3 jours? Pour qu'elles forment une mémoire à long terme, chacune de leurs problèmes. Les unes du problème simple, les autres du problème complexe. Par la suite, on les sort de la cagette. Vous voyez ici, mon étudiante Edith Roussel avec sa cagette d'abeilles. Elle les remet dans les labyrinthes une par une. Bon, elles vont se dégourdir un peu et puis elles vont partir vers la ruche. Et si on a de la chance, elles vont revenir. Et c'est ça qui est génial. Parce que, imaginez-vous, elles ont été gardées 3 jours au noir, etc., sans pouvoir retourner chez elles. On les libère, on se dit, ben voilà, elles s'en vont et puis elles ne reviennent plus jamais. Non. 1 heure après, généralement, elles reviennent et elles nous montrent si elles ont gardé la mémoire de ce qu'elles ont appris, ce qui est généralement le cas. Les unes montrent la mémoire donc, de l'apprentissage simple, les autres de l'apprentissage complexe. Une fois qu'on voit que la mémoire est là, on les capture, on les amène dans le laboratoire et on va regarder la structure de ces microglomérules. Notamment, on a des logiciels qui nous permettent de rentrer dans cette structure. Vous avez vu un peu hein, comment dans le film on rentrait dans le cerveau et on sortait. Et on va comptabiliser ces microglomérules pour savoir si, suite à la formation de la mémoire, il y a plus de microglomérules qui se sont formés. Non seulement ça, l'idée était, est-ce que le fait d'apprendre un problème complexe fait qu'on crée plus de glomérules par rapport à un problème simple qui crée certes des nouveaux microglomérules, des nouvelles connexions, mais pas autant que ce que demande un problème de complexité accrue. Suis-je clair dans ce que je dis? Très bien. Et malheureusement, comme je vous disais, je ne peux pas encore vous présenter de résultats. Les résultats sont là. Mais le devoir du scientifique, qui donc, doit être respecté parce qu'il y a une déontologie en sciences, c'est de ne pas raconter publiquement, surtout si je suis filmé, comme c'est le cas, de ne pas raconter ce qui n'est pas prouvé encore. Donc c'est élémentaire. Et prouvé, ça veut dire que ça doit être expertisé par des collègues, par des journaux internationaux. Et seulement quand un résultat est expertisé et publié et accepté par des référés de la communauté internationale, on peut venir le raconter. Moi, je vous raconte ce qu'on a fait, mais je ne peux pas vous montrer à l'heure actuelle, tant que ça ne sera pas publié les résultats. Je vous dirai tout simplement, en prenant des précautions,
que, pour l'instant, tout porte à croire que, avec la formation de ces mémoires visuelles, il y a des nouveaux microglomérules qui apparaissent dans cette région visuelle des corps pédonculés, et que le nombre de microglomérules qui va apparaître de plus va varier avec la complexité de la tâche. Plus complexe ça sera, plus de microglomérules il y aura. Et pour l'instant, à vérifier. Donc voici ce que je voulais donc finir avec ceci. Donc je vais finir parce que bon, j'ai déjà suffisamment parlé, je trouve. Donc en disant que par rapport à ce qu'on a vu des abeilles, donc une abeille sans S, le cerveau d'une abeille consiste donc, on vient de le voir, d'un réseau de neurones et structures neurales bien identifiables. On disait, est-ce que les insectes ont un cerveau? J'espère que vous êtes convaincus que c'est le cas. On vient de le voir, on a décortiqué, les structures, les régions, comme dans notre cerveau, il y a des zones de traitement olfactif, visuel, des régions d'intégration, etc. Et ces structures identifiables sont capables de produire des comportements certes simples ou relativement rigides. L'abeille qui va aller vers la lumière et qui reste attrapée sans pouvoir s'échapper, bon, c'est pas qu'elle est stupide, c'est que dans la nature, le point de lumière vers lequel elle vole, c'est le soleil, et donc elle n'a pas moyen de savoir que ça, c'est un soleil artificiel. Donc elle s'en sortira jamais. Mais au-delà de ces comportements rigides, elle est capable de comportements plastiques, et qui certes ne sont pas simplement des associations simples, comme on vient de le voir, qui vont au-delà de ces apprentissages élémentaires. Ce cerveau est construit pour faciliter l'apprentissage. Il change avec l'expérience. Vous avez vu comment il se modifie. Au moins, même si on ne peut pas encore assurer que les microglomérules varient et comment, on a vu au moins que les glomérules, les grands, ceux qui intègrent le lobe antennaire, changent leur volume parce qu'il y a des nouvelles connexions qui se font, etc. Et que suite à cet apprentissage, à ces formations de mémoire, ce cerveau est en train de changer tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit, comme métaphore, certains utilisent la métaphore de dire que le cerveau est un ordinateur, moi je trouve que c'est la métaphore la plus fausse et incorrecte possible. Parce qu'un ordinateur est rigide, c'est une carte mère, c'est des chips fixés, c'est construit dans la fabrique, il n'a pas la capacité d'évoluer, de changer, il ne crée pas des nouveaux chips et des nouvelles connexions, il est fait comme il est fait. Un cerveau, c'est tout le contraire. Un cerveau, c'est plastique, ça change. Et c'est le cas de celui-ci. Et donc, on a vu qu'on peut trouver des modifications cérébrales, dépendant de l'expérience, soit dans les lobes antennaires, soit dans les corps pédonculés. C'est pour moi un cerveau qui est absolument performant et admirable. Et surtout à l'heure actuelle où le débat est tellement intense par rapport à la disparition des abeilles, le rôle des pesticides, je pense que tout le monde a entendu parler de ceci, vous comprendrez bien logiquement que moi, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas dans l'étude des pesticides, ni rien de là, mais ce que je dirais clairement, c'est qu'au vu de ces capacités, au vu de ce qu'on découvre, de ce qu'on étudie, de la sophistication de cette machinerie, le pire qu'on peut faire, c'est l'utilisation de ces pesticides qui certainement vont nuire donc ce système nerveux. Qu'on ne me dise pas que ce système nerveux n'est pas sensible à toutes ces pollutions de l'environnement, car le nôtre l'est, et donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne le soit pas. Okay ? Par rapport aux insectes en général, on posera cette question existentielle, est-ce que la taille est importante? Donc la réponse pourrait être, par exemple, de dire le cerveau de l'abeille serait même plus petit que ça. Mais si je fais le point à l'échelle, on ne le verrait même pas. Donc, si on veut partir vers une réflexion de dire que ceci est forcément stupide par une raison de taille et ceci intelligent, j'espère vous avoir convaincu que cette appréciation est fausse, que ce n'est pas vrai. Même dans des micro-cerveaux comme ceci, vous pouvez avoir des architectures qui reproduisent en micro-échelle ce qu'on va voir ici en redondant des millions de fois et en grande échelle. Donc, ce n'est pas pour autant que c'est petit, que c'est stupide. Ça, c'est un principe élémentaire. Et en fait, si on pense comme ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment étudié les animaux, les insectes qui nous entourent. Parce qu'on se limite à étudier très peu d'espèces et on pense que le top du top doit être ici, alors que peut-être dans toute l'échelle, on va trouver d'autres spécialisations et d'autres découvertes aussi fascinantes. Il faut donc de nouveaux modèles, de nouvelles expériences pour prouver ce que ces êtres vivants sont capables de faire et surtout comment ils le font. Et donc, évidemment, pour faire ceci, il faut des chercheurs sans préjugés, qui ne se disent pas seulement que ceci est le seul truc intéressant à faire. Puisque même en faisant ceci, comme je vous disais, on arrive quand même à tirer quelques pistes
pour revenir ici et comprendre ce qui se passe. Donc, comme je disais tout au début, donc j'espère que vous allez réfléchir 2 fois avant de le faire, puisque certes, on a vu qu'il y a des capacités assez géniales dans cette extension de la langue, entre guillemets, que certains peuvent retrouver par ailleurs. Donc je ne dirais pas évidemment que les abeilles c'est Einstein, c'est une caricature, mais tout simplement que ces créatures méritent un respect, non seulement parce que ce sont des êtres vivants, mais par leur niveau de complexité cognitive, dont j'espère vous avoir convaincu dans cette présentation. Donc ces travaux sont possibles parce qu'il y a un grand groupe à Toulouse qui travaille avec moi, hein. Donc tous mes étudiants, assistants, etc., chacun spécialisé dans différents domaines, et c'est ça qui fait la richesse de l'équipe, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent au comportement, d'autres aux cellules, d'autres aux molécules, d'autres aux parties chimiques, etc. Et bon, et tous les résultats que vous avez vus sont le produit de ces gens-là. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Jorfa, pour cet exposé passionnant. Si vous avez des questions, des remarques, voilà, je vois tout de suite un doigt qui se lève. Merci, monsieur, pour ce magnifique exposé. Très sympa. Bon, donc, est-ce que l'apprentissage des concepts, ils étaient récompensés? Oui, il n'y a pas apprentissage s'il n'y a pas de récompense. Okay. C'est-à-dire les 50 fois qu'on les fait passer, logiquement, quand elles choisissent correctement, que ce soit dans le problème simple ou dans le problème complexe, on leur donne la gouttelette de sucre. Car vous voyez bien que, comme c'est elles qui décident, je veux dire elles qui décident parce qu'elles volent librement entre la ruche et le laboratoire. Si on ne leur donne pas la récompense pendant l'entraînement, ben, elles se disent, bon, ben, allez, basta, ciao, je m'en vais, c'est plus la peine de venir ici, et vous restez là à attendre, et elles ne reviendront pas. Le seul moment où il n'y a pas de récompense, c'est dans le test de mémoire. C'est-à-dire quand on veut tester, par exemple, si elle transfère la règle à quelque chose de nouveau. Et donc là, on ne met pas de récompense pour voir si effectivement c'est la règle qui les guide et pas, je ne sais pas, l'odeur de la récompense ou quelque chose comme ça. Donc là, ce n'est pas récompensé? Non, oui. Dans les tests, non. Oui. Mais dans l'entraînement, oui. D'accord. Et par ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que justement, quand on dit « choisis ce qu'on te montre », ça veut dire que ça vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, une info qui vient de l'extérieur. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est un embryon de théorie de l'esprit? Ah, donc je vais récapituler la question, parce que cette question est une question de connaisseur et qu'il faut expliquer un petit peu. Donc Madame a parlé de la théorie de l'esprit. Donc en quelque sorte, c'est une notion qui en anglais on appelle the theory of mind, la théorie de l'esprit, et en quelque sorte c'est un des principes qui est utilisé pour parler de l'existence de la conscience. C'est-à-dire un des principes de l'existence de la conscience. Bon, déjà, il faudrait définir qu'est-ce que la conscience. Et vous allez trouver des définitions très, très différentes chez différents auteurs. Mais personnellement, moi, je pense, ou j'ai défini la conscience comme le monde subjectif interne de chaque individu. Je veux dire par là que, par exemple, j'ai une expérience avec ce gobelet en ce moment-là. Je peux imaginer qu'est-ce qui va se passer si je le laisse tomber. Je peux le poser là et imaginer que je sors. Est-ce que je vais le trouver si je reviens à sa même place? Donc ce monde interne, introspectif, qui va élaborer ou appréhender mon monde, c'est ce qu'on appelle donc en quelque sorte des élaborations conscientes, associées en quelque sorte à une sorte d'introspection. Et la théorie de l'esprit est associée au fait, par exemple, de dire que certains animaux seraient capables de faire cet exercice introspectif, donc être capable de conscience, et ça pourrait être testé, par exemple à partir de la notion d'empathie, c'est-à-dire la capacité de savoir que d'interpréter ce que l'autre est en train de vivre à partir d'une analyse de situation que je ramène à mes propres expériences. Si je vois quelqu'un qui fait une grimace, j'interprète ceci à partir de mon monde subjectif interne et je peux déduire qu'il sent de la douleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la théorie de l'esprit, c'est cette capacité justement, en quelque sorte, à transférer à autrui ce que je ressens moi-même. Et en quelque sorte, c'est une sorte de preuve de l'existence, une des preuves de l'existence de la conscience. Il y a autre façon de tester ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, mais ça, c'est une. Et donc, ce que me demandait Madame, c'est si justement on peut parler à partir de ces expériences de conscience chez l'abeille.
La réponse est que je pourrais, si je dois parler strictement en tant que scientifique, et c'est mon rôle, je dirais non. Parce que l'expérience n'a pas été faite pour prouver la notion de conscience. L'expérience a été faite pour prouver la notion, par exemple, de capacité à extraire des règles abstraites. Il faudrait un autre type d'expérience, par exemple une expérience d'empathie, pour savoir si effectivement cette capacité existe. Je vais vous répondre autrement. Une expérience telle existe. Elle n'a pas été faite chez les abeilles, mais chez les fourmis. Seulement, les gens qui l'ont faite sont suffisamment intelligents pour se garder d'utiliser le mot théorie de l'esprit ou le mot empathie, parce qu'ils se disent ça appuie l'idée, mais il manquerait encore plein d'expériences pour prouver qu'il y a de l'empathie et donc de la théorie de l'esprit. Ça a été fait avec des fourmis et de la façon suivante. C'est très rigolo. C'est des gens qui sont à l'université Paris 13 d'ailleurs, et pas très loin de vous. Donc ces gens-là ont pris une fourmi et ils lui ont collé au niveau d'une patte une sorte de papier ou d'obstacle qui les empêche d'avancer, et ils ont enterré l'objet sous l'arène, de sorte que la fourmi est là à essayer de marcher, mais quelque chose sous le sable tire sa patte et elle ne peut pas s'en sortir. Et donc ce qu'on a vu, c'est que des fourmis de sa propre colonie commencent à voir qu'elle est en train de galérer pour bouger, elles arrivent, elles commencent à tourner autour d'elle et finissent par déterrer la patte attrapée, grignoter et la libérer pour qu'elle s'en aille. Si vous mettez des fourmis de la même espèce mais d'une autre colonie, elles s'en fichent, elles ne le font pas. Si vous mettez logiquement des fourmis d'une autre espèce, encore moins. Donc ces gens-là disent, ça pourrait être de l'empathie, parce que des expériences chez les rats qui suivent le même format ont été utilisées pour dire le rat est empathique et il libère son copain. Mais ce que ces gens disent avec beaucoup d'intelligence, c'est qu'il faut encore beaucoup d'expérience pour arriver à ça. Notamment, il faudrait par exemple être capable d'empêcher la fourmi qui a commencé à émettre de signaux de détresse de diminuer ces signaux de détresse. Et voir si les autres fourmis, en conséquence, arrêtent donc empathiquement leur tentative de libération. Ça n'a pas été fait. Et donc, ils disent, pour arriver à ça, il manque encore du travail. Une longue réponse, mais parce que votre question était assez substantieuse, en quelque sorte. Bonsoir. Bonsoir, allô. Oui, bonsoir, merci pour la très intéressante présentation. Deux petites questions. Apparemment, du côté de l'homme, on arrive à 5-7 couches au niveau du néocortex. Le néocortex est avec des couches de plus en plus abstraites, probablement liées à des compréhensions de plus en plus abstraites de ce qu'on observe dans notre environnement. Est-ce que vous avez observé, ou est-ce que vous êtes en train d'observer des différentes couches neuronales au niveau des abeilles? Est-ce que vous êtes en train de faire des expériences pour essayer de montrer que différents niveaux d'intégration d'informations correspondent à différentes couches? Et la deuxième question concerne la prédiction. Est-ce que vous travaillez sur des modèles d'intégration d'informations de ces animaux-là, travaillant sur la notion de prédiction, par exemple? Là, on est sur un modèle d'association, plutôt, à partir d'informations de l'extérieur. Est-ce que vous travaillez sur un modèle où, par exemple, on aurait information d'entrée génère A qui génère B, et avec l'idée qu'en envoyant une information d'entrée, on aurait l'abeille qui se mettrait à prédire que B va être généré, par exemple, directement? Donc, plusieurs questions en une. Alors, donc pour la première partie, ce que je dirais tout d'abord pour la partie des couches neuronales dont vous parlez, je tiens à rappeler qu'ici, il n'y a pas de couche neuronale puisqu'il n'y a pas de cortex. Okay, donc, il n'y a pas une organisation corticale. En ceci, ce cerveau est différent d'une autre, même s'il y a beaucoup de parallèles d'organisation, comme vous avez vu. Mais il n'y a pas de couche, il n'y a pas une organisation corticale. Donc, si vous voulez, la question des couches ne se pose pas. Ce qu'on peut poser, c'est par exemple ce que je vous ai montré, c'est-à-dire d'aller chercher des microcircuits et de voir en quoi ces microcircuits interviennent et comment ils changeraient-ils avec l'expérience. Ça, oui. Et je vous ai montré des exemples de ce qu'on peut faire. On peut même enregistrer l'activité de ces neurones. Je ne l'ai pas montré parce que je n'ai pas le temps, mais logiquement, on peut regarder comment un neurone va commencer à s'activer pendant la formation de la mémoire et ainsi de suite. Tout ça, on peut le faire au niveau de microcircuits pour tester l'idée de différents niveaux de complexité. Par exemple, si vous démarrez au niveau du lobe antennaire,
Donc c'est le premier endroit où vous arrivez avec des odeurs. Mais vous pouvez demander qu'est-ce qui se passe avec les mémoires olfactives quand vous passez au niveau suivant, les corps pédonculés, où ils avaient des entrées olfactives. Donc ça sera des niveaux de complexité différents et vous pouvez tester ce qui se passe à ces niveaux-là. Donc pour la deuxième question qui est celle de la prédiction, au niveau comportemental, ces expériences ont été faites. Donc pas par nous, mais par des collègues australiens qui ont testé exactement ce que vous avez dit. Si A va prédire B et B va prédire C, est-ce que l'abeille voyant A a déjà, par exemple, un comportement qui va anticiper C directement? Ça a été fait et ça a été prouvé. Donc, c'est des expériences qui ont été faites aussi, par exemple, dans des labyrinthes avec des ramifications multiples. On arrive ici et donc on va ici ou là. On arrive là et puis on va ici et là. Donc, on peut tester cette capacité des prédictions et ça a été fait. On a montré qu'elles sont capables de ces prédictions-là. Ce qui n'a pas été fait dans ces expériences, parce que ces collègues australiens sont des comportementalistes purs. C'est-à-dire, c'est peut-être ça la grande différence entre eux et nous. Eux, ils sont, entre guillemets, contents, et nous aussi d'ailleurs, avec la démonstration, elles peuvent faire ceci ou cela. Mais nous, ça ne nous suffit pas. Parce que nous, on ne veut pas simplement savoir si elles font ceci ou cela, mais comment ça se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui explique qu'elles fassent ceci ou cela? C'est pour ça que quand j'expliquais, quand j'étais invité à faire cette conférence, on m'avait demandé de faire une sorte de panachage général de tout ce que font ou peuvent faire les invertébrés. Et je m'étais un peu résisté, j'avais montré une certaine résistance à le faire, puisque je disais, le but du jeu n'est pas sortir d'ici avec une collection d'anecdotes, comme je disais tout au début, disant les fourmis peuvent faire ceci, les blattes ça, les mouches ceci, cela, etc. Mais creuser vraiment, creuser et dire, bon, ben, comment dans un cerveau ces capacités sont possibles. Et pour faire ceci, logiquement, on ne peut pas traiter 46 cerveaux à la fois. C'est pour ça que j'ai choisi de me concentrer à la fin sur l'abeille, pour pouvoir vous fournir ce message. C'est-à-dire, on peut faire ceci, mais ne restez pas là, mais allez au fond des choses, dire, mais comment ça se fait? Donc, dans cette expérience de prédiction, ce deuxième niveau n'est pas connu. On sait simplement qu'elles peuvent le faire, mais pas du tout. Qu'est-ce qui, dans ce cerveau, permet de faire ça? Ça, on ne le sait pas. Alors, pas connu. Oui. Deux petites questions, deux petites remarques et 3 minuscules questions. Oui. Alors les petites remarques, c'est que quand vous avez fait le petit tableau sur la complexité du cerveau, on a aussi un exemple qui va dans votre sens, ce sont les corvidés, cette classe d'oiseaux qui a manifesté des capacités cognitives extraordinaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième remarque, c'est que je crois qu'il y a eu aussi, je pensais que vous alliez en parler, des expériences qui montrent que les abeilles ont la notion abstraite de ce que c'est qu'un visage humain. Oui. En fait, 2 yeux. Voilà. C'est nous qui l'avons faite, cette expérience, mais je ne peux pas tout, parce que sinon on va nous virer de la salle. D'accord. Je reviendrai là-dessus. Alors, donc, 3 micro-questions pour pas qu'on soit viré. Alors, dans l'ordre, la première, vous avez mentionné, c'était un peu hors sujet, mais c'est quand même intéressant, l'existence de molécules de la mémoire, en quelque sorte, donc des molécules synthétisées lors d'un apprentissage. Alors, la question, c'est, Karl Ashley a cherché pendant longtemps l'engramme. Est-ce que ça ressemble à un engramme ou c'est autre chose? Comment vous le situez? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est étonnant de voir les mêmes structures de glomérules à la fois chez l'abeille et chez l'homme, alors qu'ils divergent sur l'arbre phylogénétique. Donc, est-ce que ça veut dire que la nature a réinventé la même solution indépendamment ou pas? Et donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même très, très bizarre, très étonnant. Et la troisième question, c'est la multiplication des microglomérules que vous avez observées. Renvoie-t-elle à de nouvelles synapses qui se créent ou renvoie-t-elle à véritablement une neurogenèse? Donc, prenons les questions à l'ordre. Donc, celle qui... Je commence par... parce que ma mémoire n'est pas aussi bonne que l'abeille. Donc, la dernière, c'est est-ce que les microglomérules, c'est des nouvelles synapses qui se forment parmi des neurones qui existent déjà, ou est-ce qu'il y a création de nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse? Première chose que je dirais, c'est que je ne sais pas encore si ce résultat est vérifié. Okay? Donc je ne peux pas mettre mes mains sur le feu que c'est vraiment, que vraiment on voit cette augmentation de microglomérules. Peut-être que demain je vous dirai non, vous savez, c'était une impression, les analyses statistiques n'ont pas confirmé ça. Première chose. Deuxième chose que je vous dirai, c'est que là oui j'ai un élément de réponse, on a essayé par beaucoup de moyens, par ce qu'on appelle des marqueurs de neurogénèse, c'est-à-dire qu'on peut introduire des colorants chimiques qui sont spécifiques pour cibler les cellules qui se divisent, donc qui se créent à nouveau.
et pour déterminer s'il y a de la neurogénèse dans le cerveau de l'abeille. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un vieux dogme typique de la biologie a été révolu récemment, ou dépassé récemment, ça fait une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, c'est de dire, peut-être certains d'entre vous le croient toujours, qu'on est avec un nombre particulier de neurones qui va augmenter jusqu'à l'adolescence, et qu'à partir de là, on ne fait que perdre des neurones. Ça, c'est le dogme typique qui existe. Eh bien, ce dogme est faux, absolument faux. On a découvert que dans certaines régions du cerveau, par exemple une région qui se trouve ici latéralement appelée l'hippocampe, le propre bulbe olfactif dont je parlais tout à l'heure, il y a constamment création de nouveaux neurones. Et c'est une cible de recherche très importante parce qu'on se dit que s'il y a des neurones qui se créent tout le temps là-dedans, on pourrait avoir des cellules souches qu'on pourrait utiliser par la suite pour réparer des organes endommagés ou des structures endommagées, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a de la neurogénèse dans notre cerveau, comme dans d'autres cerveaux, création de nouveaux neurones. Et on a utilisé des marqueurs pour déterminer s'il y a de la neurogénèse dans le cerveau de l'abeille et on n'a pas trouvé. Donc là, il y aurait une différence. Pour l'instant, il n'y a pas de neurogénèse. Donc, réponse à votre question, si augmentation de microglomérules il y a, ce qui est encore à prouver, ça serait la création de nouvelles synapses, pas de nouveaux neurones. Deuxième question. C'était quoi déjà? C'était... Ah oui, c'était le fait qu'on trouvait les mêmes ou des architectures similaires entre l'abeille et l'homme, par exemple au niveau de bulbes olfactives et lobes antennaires. Vous avez dit, est-ce que la nature a réinventé la même solution dans des animaux divergents évolutivement? Certes, ça, la réponse est clairement oui, parce que comme vous le dites vous-même, on a divergé donc, depuis des millions d'années entre les insectes et les troncs qui conduisent à l'homme. Et les systèmes nerveux sont cependant construits à partir de bases similaires. Et comme vous dites, effectivement, on a trouvé des solutions communes pour répondre à un problème qui est classifier, reconnaître, distinguer des odeurs. Et vous allez trouver ces bulbes olfactifs chez chiens, chats, rats, etc., poissons même, plus primitifs chez certains oiseaux, etc., parce que le sens de l'olfaction ne sera pas aussi important là. Donc, dépendant de l'importance de l'olfaction, vous allez trouver ces structures qui reproduisent ces schémas, avec certaines variations, certes, mais vous allez trouver ces architectures de vase. Donc, on réinvente des solutions pour le même problème. Et la première question, c'était? Je ne sais plus. Molécules, oui. Ah, les visages. On peut dire, les messagers moléculaires. Ah oui, non, vous avez parlé des molécules de la mémoire et de l'engramme, c'était ça la question. Donc, effectivement, comme je vous disais, mais aujourd'hui on n'a pas parlé de ça, parce que ça serait un topic en soi, on a identifié les cascades moléculaires qui interviennent dans la formation de la mémoire. On parle de cascades parce qu'il faut imaginer, il faut se mettre à l'intérieur d'un neurone quand on apprend quelque chose. Quand une abeille apprend quelque chose, quand vous apprenez quelque chose, au moment où le premier événement appris est en train d'avoir lieu, dans ces neurones, donc il y a toute une machinerie qui s'active. Et il y a des molécules qui se lancent, qui sont produites, qui vont s'unir à d'autres, qui vont déterminer par la suite l'activation d'autres molécules. C'est une sorte de cascade qui se fait et qui va déterminer, par exemple, qu'à la fin de toute cette chaîne-là, de nouvelles protéines se synthétisent. Pourquoi? Eh bien justement pour créer ces nouvelles connexions, pour que les glomérules augmentent de taille. Parce que sans nouvelles protéines, rien ne change. Donc il faut apporter des briques pour que les choses changent. Et donc ces cascades finissent dans la production de nouvelles protéines et on a trouvé les molécules qui font que cette cascade se fasse en pas consécutifs. Je ne dirai pas les noms de ces molécules qui sont très techniques, hein, mais on les connaît. La MP cyclique, le PK, le CREB, etc. C'est des molécules, c'est des abréviations de noms très compliqués. Mais donc ceci permet effectivement de savoir que ces cascades existent, qu'elles forment les mémoires. On peut essayer de trouver les neurones, par rapport à votre question, spécifiques où ces cascades se font. Parce que la question qu'on va poser, est-ce que dans tout le cerveau, quand on apprend quelque chose, les cascades vont s'activer? La réponse est non. Il y aura des réseaux spécifiques. Si vous avez appris quelque chose sur les odeurs, ça sera dans certains réseaux de l'olfaction où vous aurez activation de ces cascades. Et si, donc la question est, est-ce qu'avoir trouvé les réseaux où ces cascades s'activent pour former une mémoire constitue un engramme? Je vous dirais oui. Si c'est ça la notion d'engramme, c'est oui. La molécule elle-même n'est pas l'engramme, elle sert à la mémorisation. C'est pour ça que je parle de circuit. Oui, je renouvelle mes remerciements auprès
en plus d'Univers Science, qui organise des conférences tellement intéressantes. Ça fait plusieurs années que je viens. Et Merci. à vous, monsieur. Alors moi, j'ai rien à voir avec monsieur qui doit être chercheur ou très très compétent. Mais justement, c'est les personnes qui posent les questions les plus difficiles. Je lis beaucoup, je vais aux conférences, etc. Plasticité du cerveau, ô combien importante. Mais moi, j'avais compris, c'est un peu la question de monsieur, surtout chez l'être humain où on a des 100 milliards, je ne sais plus combien vous avez dit. 100 milliards. De neurones. Il y a une discussion J'avais si c'est compris que la 80 ou 100. plasticité du cerveau n'était pas une question de volume mais de superficie. C'est-à-dire que on a des milliards de neurones qui sont non utilisés et grâce à la plasticité, on les utilise. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de volume. Vous voyez, on ne va pas avoir le cerveau qui va grossir. On va avoir le cerveau mieux exploité. On va utiliser ce qui n'est pas utilisé. C'est ma première question. Et ma deuxième question, je me demande si j'ai bien compris une réflexion que vous avez faite à propos des pesticides. Vous avez dit, sauf erreur de ma part, comme les pesticides nous abîment grosso modo peut-être le cerveau, il abîme celui des insectes. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt dire, comme les pesticides abîment le cerveau des insectes, ils vont abîmer notre cerveau? Merci. Donc, c'est plus facile de reprendre toujours vers l'arrière. Donc, par rapport aux pesticides, donc, ce que je vais dire, c'est que même si ce n'est pas notre domaine de recherche, et encore une fois, je n'ai pas eu le temps de vous raconter, on a fait des travaux là-dessus. Non pas parce qu'on est des spécialistes de pesticides, mais tout simplement parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on a voulu tester l'impact de ces molécules pesticides sur ce qu'on étudie, nous. Donc, parce que ça abîme le cerveau des insectes, que ça va abîmer le cerveau. C'est pas l'inverse. allons-y doucement. Donc la première chose que je dirais, c'est que ces molécules... Non, juste ce que je dirais, c'est que ces molécules vont avoir un impact considérable dans les réseaux que je vous ai montrés. Je vous ai montré le réseau du lobe antennaire. Je vous ai montré les neurones qui arrivent, celles qui font le câblage latéral, etc. Vous vous souvenez, celles qui font taire les autres. On a testé l'impact sur chacune de ces populations de neurones et on a montré que l'effet est absolument considérable. Que, effectivement, donc, chaque fois qu'on va balancer telle ou telle molécule, donc, on va bouleverser le fonctionnement du réseau. Conclusion, donc, c'est que la reconnaissance olfactive ne sera plus possible ou elle sera perturbée. Par la suite, donc, si vous employez votre parallèle, on dira effectivement qu'au vu d'une organisation similaire entre ces structures, on peut imaginer qu'effectivement, donc, on aura un impact sur les réseaux humains aussi. Ceci dit, par contre, il y a des études qui montrent, et c'est là où les insectes sont tout à fait hors de question, donc ce lien univoque que vous dites, premièrement insecte, donc l'homme, ne s'appliquerait pas. C'est qu'on connaît quand même des études qui ont été faites par rapport à l'utilisation d'insecticides, pesticides, etc. au niveau d'agriculteurs et l'impact de la maladie d'Alzheimer chez ces populations. Donc là, l'insecte n'a rien à voir. Et pourtant, on voit que, même si c'est des corrélations, et des corrélations ne sont pas démonstratives en elles-mêmes, mais que l'impact donc, de l'utilisation accrue de pesticides et surtout des premières générations de pesticides par des agriculteurs sont associés à des probabilités, par exemple, accrues de ce genre de maladies neurodégénératives. Donc voilà, moi je pense que les pesticides en eux-mêmes ont aussi un impact sur nous qui pourrait être indépendant de ce qu'il y a au niveau des insectes. Je ne sais pas, et la première question c'était ? Ah oui, c'est l'utilisation des ressources. Dans le cerveau, oui. L'utilisation non utilisée. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une tête énorme, quoi. Vous voyez ? Donc, vous parlez de l'utilisation de ressources de façon optimale ou d'engager les circuits pour optimiser l'utilisation d'informations. Si vous voulez, ce qu'on montre ici, c'est que, logiquement, moi j'ai présenté une analyse donc, volumétrique ou d'augmentation de synapses, etc. Mais ce que je ne vous ai pas montré, parce qu'encore une fois, on a un temps limité, c'est les analyses dynamiques de l'activité. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on a, c'est la possibilité de faire de l'imagerie cellulaire sur ces neurones et les regarder comment elles s'activent dans le temps. Donc là, ce n'est pas une analyse de que si ça augmente ou ça n'augmente pas, c'est tout simplement de savoir comment est la dynamique de réponse des neurones dans le cerveau de l'abeille. Et donc, effectivement, on peut montrer par ces analyses que les traitements qui s'engagent pour répondre à telle ou telle odeur sont optimisés de sorte à pouvoir discriminer plus facilement cette odeur.
Donc on montre par exemple que les neurones qui vont répondre à telle odeur vont répondre d'une façon si l'odeur est tout seul que si elle est accompagnée par des odeurs perturbatrices. Et donc les raisons qui vont s'engager sont pas exactement les mêmes, mais on améliore la discrimination dans le deuxième cas en incorporant d'autres réseaux et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, effectivement, il y a une question d'économie, il y a une question d'optimisation qu'on va retrouver aussi avec des analyses de type dynamique, bon, dont on n'a pas pour lequel on n'a pas le temps ici aujourd'hui de tout montrer, malheureusement. On va prendre une dernière question, parce que l'heure tourne. Oui, vous me direz. Oui, moi j'avais une question de fond. Je vous vois pas. Qui peut-être. Je suis ici. Ah, oui. J'avais une question de fond qui n'a pas été abordée. Et comme on est parti du principe qu'on parlait du cerveau, mais quid des invertébrés qui sont capables de faire certaines choses surprenantes sans cerveau? Donc, on parle de quoi concrètement? On parle par exemple de mollusques. On peut parler. Vous savez par exemple que. Un prix Nobel relativement récent, 2003, a été, si je ne me trompe pas, ou 2004, je ne sais plus, a été donné à un chercheur autrichien mais américain de nationalité, Eric Kandel, pour ses études sur la formation de la mémoire dans un insecte assez informe qu'on appelle l'aplysie. Donc c'est ce qu'on appelle un lièvre de mer, c'est un mollusque qui fait à peu près cette taille-là, qui nage dans la mer et qui est assez informe, comme je disais, et qui a très très peu de neurones. Donc on ne va pas parler de cerveau, mais on parle de ganglions cérébraux. Donc le problème est toujours dans l'utilisation et la définition du mot cerveau. Parce que par exemple une aplysie qui est capable d'apprentissage et de former des mémoires, n'a pas un cerveau proprement dit, comme celui qu'on vient de voir, structuré, multisensoriel, intégratif, etc., mais a des ganglions relativement simples, mais qui servent à intégrer les informations et qui auront par exemple des circuits pour traiter une information qui sera associée à d'autres circuits, par exemple de la récompense et de la punition. Dès que vous avez ça, cette convergence de circuits, par exemple un circuit pour associer une odeur ou autre chose avec un circuit de récompense ou de punition, c'est-à-dire un circuit qui va donner une valence à ce que vous apprenez. Donc dès que vous avez cette convergence, ne serait-ce que dans un ganglion très primitif, la question est: est-ce que vous avez un cerveau, oui ou non? Encore une fois, différentes personnes vont mettre la définition à des niveaux différents. Certains diront oui, parce qu'il y a le principe associatif qui existe déjà pour faciliter l'apprentissage. D'autres diront non. Il faut plus de complexité, intégration multisensorielle, des aires spécialisées, des aires convergentes, ce qu'on n'aura pas dans ces mollusques. Mais ce qu'il faudra dire, par contre, c'est que ces mollusques sans cerveau, ganglionnaires ou même plus primitifs, auront quand même certaines structures neurales très très simples, beaucoup plus simples de ce qu'on a vu, qui facilitent par des microcircuits les associations. Suis-je clair? C'est-à-dire qu'elles auront quand même avec une chaîne nerveuse extrêmement primitive, il y aura un réseau pour répondre, je ne sais pas, à l'odeur telle, et un réseau pour répondre à l'aliment. Et associer les deux, quelque part dans ce réseau, sera possible pour faciliter cet apprentissage associatif. Donc même dans les systèmes les plus primitifs, d'invertébrés extrêmement simples, vers de terre, aplysie, etc., vous allez avoir des capacités d'apprendre, des capacités de mémoriser, qui seront sous-tendues par le fait que même ces systèmes nerveux primitifs ont des circuits associatifs. Un circuit pour la punition, un circuit pour la récompense, un circuit qui va traiter des informations extérieures et va les mettre en relation pour faciliter que ceci soit bon ou ceci soit mauvais, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Joffin. On va s'arrêter là pour ce soir parce que. Merci.